Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je suis Stéphane Chex, je suis la directrice du Cœur des Sciences. Dites-moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens nouveaux qui ne sont jamais venus à nos activités. Est-ce que je me trompe? Qui sont les personnes qui sont déjà venues? Oh ben, je me trompe complètement. Alors, je suis contente que vous soyez de retour. Pour ceux pour qui c'est la première fois, donc le Cœur des Sciences, on est un centre culturel scientifique et on organise des événements de vulgarisation des sciences, les sciences de la nature, les sciences humaines, sur plein de sujets. On essaie toujours de choisir des sujets en lien avec l'actualité. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Nous allons parler d'immigration. Habituellement, donc, on fait des conférences, on fait des causeries, on fait aussi des balades scientifiques, des excursions scientifiques. Abonnez-vous à notre liste de diffusion et puis vous allez recevoir tous les beaux événements qu'on concocte pour vous. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, on va parler d'un thème d'actualité. C'est ça, d'habitude, on a des formats un petit peu classiques et aujourd'hui, vous allez avoir un panel avec des experts. Pour nous, c'est très important que vous rencontriez directement ceux qui font les sciences, ceux qui étudient vraiment les sujets qui en font leur quotidien. Mais on a rajouté aussi une partie après le panel où vous allez pouvoir échanger de manière plus approfondie. Et Mélissa, ma collègue de l'Institut du Nouveau Monde, va vous expliquer vraiment comment ça va se passer. Donc, on est très fiers de vous proposer cette nouvelle formule ce soir et puis on espère que vous allez l'apprécier. Pour la réalisation de cette soirée, je souhaite remercier les fonds de recherche du Québec qui nous ont soutenus, qui nous aident à la réaliser et à vous l'offrir donc à des prix abordables. Et merci également à l'Institut du Nouveau Monde avec qui nous avons collaboré très étroitement pour développer à la fois la formule et choisir le contenu. Merci également à toute ma belle équipe du Cœur des Sciences qui vous a accueillis ce soir et puis qui travaille très fort, qui n'économise pas ses efforts pour vous offrir une belle expérience. Avant de laisser la parole à Mélissa, je vais vous rappeler que c'est toujours mieux d'éteindre son cellulaire. Et puis, oui, non, j'ai oublié un point. Vous avez vu qu'il y a des caméras dans la salle, donc on fait une captation vidéo. Le panel, la première partie de la soirée va donc être enregistrée et diffusée dans une semaine à peu près sur notre chaîne YouTube, mais vous n'êtes pas filmé. Pendant la période de questions, vous allez pouvoir vous lever. Il y a un micro au fond de la salle. Donc, votre question va être enregistrée et disponible sur cette capsule vidéo sur YouTube. Si vous n'êtes pas confortable, si vous ne voulez pas que votre question soit enregistrée, vous venez me voir. Moi, je vais rester dans le coin. Et puis, il n'y a vraiment pas de problème. On la coupera au montage. Voilà. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère qu'on va tous ressortir de là enrichis. J'espère pas, je le sais qu'on va sortir de là enrichis avec peut-être encore plus de nouvelles questions. On verra. Bonne soirée. Je vais retester le micro. Est-ce que vous m'entendez bien sans que je puisse crier? Ça va, merci. Bienvenue. Mon prénom est Mélissa. Je travaille pour l'Institut du Nouveau Monde. L'Institut du Nouveau Monde, c'est une organisation non partisane qui encourage finalement la participation citoyenne de tous et de toutes. Puis on accroît la participation à la vie démocratique finalement. Puis le panel d'aujourd'hui, la soirée d'aujourd'hui s'inscrit dans notre mission en collaboration avec le Cœur des Sciences et grâce au soutien des fonds de recherche du Québec. Sans plus attendre, effectivement, on va articuler la soirée autour de deux grands volets. Il va y avoir un panel de discussion qui serait fort intéressant. On vous prépare quelque chose de super enrichissant pour nous tous. Et s'ensuit une discussion qui va être plutôt en arrière. Donc, on va être en sous-groupe et ainsi de suite. Je vais vous donner les informations au moment opportun. Si je peux me permettre, on va aller vers la charte de participation. Et voilà. Oui, voilà, exactement. Vous le saviez, pour assurer le bon déroulement de cette soirée puis pour que les échanges se passent comme on le souhaite, je vais vous inviter vraiment à jeter un coup d'œil vraiment à la charte de participation. Ça va être pas mal le cadre qui va guider notre soirée, faire preuve d'écoute, de participation, de respect mutuel, d'ouverture parce qu'on va sans doute confronter nos avis. On s'attaque aux idées comme de fait et non pas aux personnes qui les partagent. Et la responsabilisation, finalement, là, donc contribuer à créer un espace sécuritaire et bienveillant tout au long de la soirée. J'ai confiance que tout va bien se passer, mais tout de même, là, on co-signe tout ça ensemble pour la soirée qu'on va passer ensemble.
Sans plus attendre, je vais passer à la prochaine diapo qui est un petit brise-glace qui va nous permettre un petit peu de prendre la température. Avec vos téléphones, si vous me permettez de juste scanner le code QR qui est ici. Si vous n'avez pas votre téléphone proche, ce n'est pas grave, vous n'allez pas rater grand-chose non plus. Ça va vous ramener en principe à une page web qui est le Menti. Tu peux aller, Perrine, vers le Menti si tu peux me permettre. Et il y a une petite question à laquelle je vous invite à répondre. Finalement, comme il va être question de capacité d'accueil ce soir, quels sont les 3 mots qui vous viennent à l'esprit, ou du moins, qu'est-ce que ça évoque chez vous? La capacité d'accueil. Ça va me permettre un petit peu, et ça va vous permettre de situer le tout. Ressources, partage, ouverture, écoute, quota, empathie, crainte, nation, ça rentre, travail, excuse, permis de travail, planification. Mais les principaux qui reviennent, c'est limite, ouverture, partage, hospitalité. Ça vous donne une petite idée, ça dresse un petit, un petit portrait de ce dont il va être question. Oui, c'est ça, exact. C'est pas mal ça. Est-ce que tout le monde a soumis un petit peu ce qui lui vient à l'esprit? Oui, hein, c'est ça. Bien, sans plus attendre, on va accueillir les panélistes pour qu'on puisse rentrer dans le vif de la soirée. Merci de votre générosité. Puis, bien, prenez place comme bon vous semble, j'ai envie de vous dire. Je vais vous les présenter en bonne et due forme, là, si je ne vais pas oublier rien. On peut les applaudir. Ils sont généreux, généreuses de nous confier de leurs énergies. Dans l'ordre, merci beaucoup d'être là ce soir. C'est super intéressant. Moi, j'ai eu la chance de leur parler avant, donc on a tout préparé ça, là. Vous allez voir, c'est super intéressant. Nous avons Mélissa Claes, coordonnatrice des communications et du plaidoyer au collectif Bienvenue. Merci beaucoup, Mélissa. Nous avons Mireille Paquet, qui est professeure au département de sciences politiques de l'Université Concordia et titulaire de la chaire de recherche de l'Université Concordia sur la politique de l'immigration. Merci beaucoup, Mireille. Nous avons également Djenaba Ndiaye, professeure au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal et directrice de l'Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l'asile. Merci. Bonjour. Bonjour à toi. Et également, donc, M. Richard Marcoux, professeur titulaire au département de sociologie de l'Université Laval et directeur de l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone. Et finalement, Paul Haid, professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal et coordonnateur de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations. Merci beaucoup d'être là, c'est super apprécié. On va articuler le panel sous 3 thématiques. Vous allez voir la première qui est celle de la capacité d'accueil et politique publique. Mais avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, vous disposez de 3 minutes plus ou moins chacun. On va faire un exercice de timing pour un petit peu nous expliquer finalement ce concept de capacité d'accueil. Quelle est votre définition à vous de ce concept-là? Puis un petit peu d'où ça nous vient dans notre langage courant, on va dire ça comme ça. On va le faire dans l'ordre, ça vous va-tu? Oui, parfait. Ça marche? Vous m'entendez? OK. Donc, je vais commencer la fameuse capacité d'accueil. Donc, ma perspective, c'est celle du communautaire. Je travaille pour une organisation communautaire à l'aide des demandeurs d'asile à Montréal. Et quand je pense à notre capacité d'accueil, je pense à ce qu'on ne peut pas faire. Donc, avec la notion de capacité vient la notion des limites que j'ai vues dans la carte des mots. Et c'est intéressant parce que dans d'autres domaines sociaux, je ne vois pas cette emphase sur nos limites, sur ce qu'on ne peut pas faire. Un exemple, au Québec, on manque 30 000 places dans les garderies.
mais on a un plan pour créer des places. Donc, dans les autres domaines sociaux, on focus sur notre créativité, donc comment on peut trouver des solutions, comment on peut élargir notre capacité, donc de faire plus de capacité. Mais dans l'immigration, non, c'est toujours comme on est limité, on ne peut pas faire plus. Donc, je pense que déjà ici, l'immigration, les immigrantes sont traités différemment que les personnes avec un statut permanent, une citoyenneté ici au Canada. Et je pense que c'est important de se questionner sur ce fait. Merci beaucoup, Mélissa. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est pour moi la capacité d'accueil? Alors moi, je suis une politologue. Moi, j'apporte un point de vue plus au niveau, pas tant de la pratique, mais au niveau de la recherche. Donc, je pratique la recherche. Et pour moi, en tant que chercheur, la capacité d'accueil, c'est avant tout un indicateur de comment les débats se déroulent en matière d'immigration. C'est-à-dire que dans nos recherches, ce qu'on voit, c'est que la notion de capacité d'accueil va et vient de façon cyclique à différents moments dans la vie politique d'une société comme le Québec ou comme le Canada. Et qu'habituellement, quand on se met à parler de capacité d'accueil, c'est parce qu'on essaie de parler de plein de choses dont on ne sait pas comment parler. Donc, un peu cette idée-là dont on avait là, de faux débats. Donc, c'est la première chose. Moi, je résiste un peu à cette idée-là d'avoir une définition parce que malgré mes plus de 20 ans à étudier l'immigration, je ne sais toujours pas c'est quoi la bonne formule. Par contre, je peux vous dire que historiquement, ce terme-là, il a été utilisé de plein de façons. Puis, entre autres, dans l'histoire du Canada, qui est peut-être un petit peu plus documentée là, par rapport à ça, on a pendant longtemps parlé de cette idée-là de capacité d'absorption, qui était vraiment une façon de parler, finalement, de savoir est-ce qu'on pouvait assimiler les personnes qui arrivaient. Donc, est-ce que les personnes pouvaient rentrer dans le moule, WASP, anglo-saxon, se fondre un peu dans la population. Et l'idée, c'était de dire, bien, notre société, à l'époque, pouvait seulement accepter un nombre limité de personnes de façon à pouvoir réellement les assimiler dans le temps. Puis maintenant, bien, si on regarde un peu la façon dont c'est utilisé, ou en tout cas de plus en plus, là, on le voit vraiment de deux façons. On a noté avec mes étudiants puis avec mes collègues, quand on étudie justement l'évolution des discours autour de l'immigration au Québec, que dans les dernières années, ce qu'on a tenté de faire, c'est d'utiliser le concept de société, de capacité d'intégration, de façon à scientifiser ou techniciser la question de l'immigration. Hein? C'est-à-dire de se dire, ah oui, il y a sûrement une réponse objective aux enjeux qu'on vit. Il y a sûrement une façon dont les scientifiques pourraient nous dire, c'est en allant vers la voie A, c'est en allant vers la voie B, c'est avec le chiffre exact de personnes à sélectionner qu'on va régler un problème qui est finalement un problème ou un enjeu qui est à la fois social, politique et moral aussi. Donc, c'est une tendance de scientifiser ces questions-là. Et donc, c'est ça, je pense que ça serait ça ma réponse pour le moment. J'ai plein d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Vous avez dit 3 minutes. Oui, écoutez, moi, la première chose comme juriste que j'ai faite, je me dis, je vais aller voir qu'est-ce qu'on a au niveau de la loi sur l'immigration au Québec. Qu'est-ce qu'on a au niveau du règlement? Est-ce qu'il y a une définition, en fait, de la capacité d'accueil dans nos dispositifs législatifs réglementaires? Oui, il y aura 2 articles dans la LIC, la loi sur l'immigration du Québec, l'article 3 et l'article 50, qui mentionnent évidemment la capacité d'accueil du gouvernement, donc en termes de planification de l'immigration, que ça va se faire en tenant compte évidemment de la capacité d'accueil. Et comme Mireille vient de le dire, mais aussi notre collègue, il n'y a pas une définition universelle de ce qu'est la capacité d'accueil. Ce qu'on constate en fait sur le terrain avec les travaux, c'est que c'est vraiment... Moi, quand j'entends capacité d'accueil, je fais référence à un volume de personnes. Alors, à des quotas, j'ai vu tout à l'heure le terme quota, un volume de personnes que le Québec peut recevoir, ça c'est une chose, c'est l'accueil, mais surtout faire en sorte que ces gens puissent s'établir. Il y a quelques années, on parlait d'en prendre peu pour en prendre soin. Donc, je ne sais pas si le peu, là, c'est accompagné avec des soins. Ça, on pourrait en discuter. Mais ça rentre dans cette perspective-là de dire,
on en prend 30 000, on en prend 40 000, on en prend 50 000 parce que les services sociaux, les services de santé, logement, tout ce qui vient de l'éducation, les services de garde, toutes ces ressources-là qui sont mises à la disposition des populations en général et des populations immigrantes, ben, il y a des enjeux, il y a des défis, ce n'est pas spécifique. Je pense que ce que Mélissa voulait dire tout à l'heure, c'est que s'il y a un manque de places dans les garderies, ce n'est pas parce qu'il y a des demandeurs d'asile. Il faut qu'on soit honnête avec nous autres. Ça existait avant l'arrivée des demandeurs d'asile. Est-ce que ça a renforcé? Oui, clairement, parce qu'on a un nombre de demandes en surplus par rapport à la situation. Donc, clairement, moi, quand je parle de capacité d'accueil, c'est vraiment, et c'est ce qu'on constate, en tout cas, c'est instrumentalisé quelque part pour faire peur. On ne peut pas prendre 100 000, on ne peut pas prendre 200 000. On peut relativiser. Est-ce qu'on peut prendre 200 000 Ukrainiens, mais on ne prendra pas 20 000 Syriens? C'est une discussion. Je pense qu'aujourd'hui, on a la latitude de réfléchir. C'est quand on parle de capacité d'accueil, on fait référence à quoi? Qui on va aller chercher? On va viser les gens qui parlent français, qui est important, ça fait partie de nos valeurs québécoises. On va aller chercher des gens qui sont capables de traduire l'égalité du point de vue de perspective juridique. Donc, cette notion n'est pas juridique. Elle est tout sauf juridique. Je pense qu'elle est plus politique-sociale, mais elle n'est pas juridique. En tout cas, dans les dispositions législatives, au niveau de la loi sur l'immigration et le règlement, ce n'est même pas mentionné. On parlait plus de capacité d'adaptation. Donc, le recrutement des immigrants économiques se fait en fonction de leur capacité à s'établir avec succès au Québec ou avec succès au Canada. Vous voyez, capacité d'adaptation, donc d'intégration. La personne qui arrive et qui va apprendre à vivre sans être assimilée, évidemment, ou acculturée, mais à vivre en harmonie avec la population locale qui va l'accueillir. Moi, c'est comme ça que j'entends la capacité d'accueil. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mélissa, pour organiser cette belle table ronde-là. Moi, je suis le démographe de service ici, puis le concept de capacité d'accueil, c'est un concept qui est largement utilisé par des démographes. Pas tous les démographes, mais par des démographes. Moi, ce n'est pas un concept avec lequel je travaille. Moi, je parle de société d'accueil. Et là, les sociétés d'accueil, bien, ça varie d'une société à l'autre, dans l'espace, dans le temps, et ainsi de suite. La capacité d'accueil, c'est très fort chez certains démographes, et ça renvoie bien souvent, vous savez, les démographes, certains démographes peuvent être attirés par tout ce qui est loi, tout ce qui est un peu loi de la nature, et ainsi de suite. Et là, il y a des glissements assez incroyables qui peuvent se survenir. Et ces concepts-là qui sont un peu mis de l'avant, j'aimais bien tout à l'heure, critique du concept, ainsi de suite, qui était proposé, ça me semble particulièrement intéressant. On le voit, comme Mireille l'a dit tout à l'heure, ce concept de capacité d'accueil va survenir à des moments dans l'histoire d'un pays, et ainsi de suite, pour bien souvent faire peur. Ce qui est peut-être important de retenir, c'est que pour les démographes, et vous allez voir, en démographie, on va utiliser des concepts assez naturalisants. Je ne vous ferai pas ici un cours de démographie, mais il y a 3 éléments qui composent la croissance démographique. La natalité, la mortalité et l'immigration. Okay? Chez les démographes, lorsqu'on calcule la différence entre la natalité et la mortalité, on va parler de croissance naturelle. Okay? Très important, croissance naturelle. Comme si le 3e élément, l'immigration, n'était pas naturelle. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'on rentre, en quelque sorte, on associe je dirais, un certain nombre de valeurs à des concepts donnés qu'on va véhiculer dans l'espace. Donc, la migration, et puis on va parler beaucoup de migration ici lorsqu'on parle de capacité d'accueil, on va parler beaucoup de migration, et donc, vous le voyez, pour certains démographes, et même dans les mots qu'on utilise, vous allez voir, l'Institut de la statistique, Statistique Canada, vont publier des données, vont vous parler de croissance naturelle. La croissance naturelle, c'est la différence entre les naissances et les décès, et comme si le reste n'était pas naturel. Donc voilà, sur un premier élément. Merci. Oui, je pense que moi, j'ai l'honneur de passer en dernier, donc je vais essayer de ne pas trop répéter, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. Pour moi, cette notion de capacité d'accueil, elle est le plus souvent, c'est pas une notion sociologique, comme l'a dit Mireille, c'est une notion qui est politiquement instrumentalisée dans les débats publics, généralement par la droite. Ça a été le cas, pas seulement... en fait, ici, au Québec, c'est relativement nouveau, il me semble. En Europe, par contre, des partis de droite, d'extrême droite, utilisent fréquemment pour... J'ai bien aimé ce que Mireille a dit,
pour essayer de donner un certain un vernis ou un aura scientifique à leur discours anti-immigrants qui appellent à fermer les vannes de l'immigration. Donc, ça passe beaucoup mieux. C'est beaucoup moins attaquable que des discours ouvertement anti-immigrants. On nous dit, on peut rien, c'est une fatalité. C'est un petit peu la rationalité des économistes qui nous disent, il faut couper, il faut s'endetter, il faut des compressions, puis on n'a pas le choix. Comme si, et là, encore une fois, il y a une naturalisation un peu de l'immigration, des choix politiques, en fait, une naturalisation des choix politiques qui sous-tendent les politiques migratoires. Donc, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Et effectivement, il n'y a pas d'indicateurs objectifs, miracles, qui vont nous permettre de dire où est le seuil. Alors, généralement, cette catégorie-là, c'est pour dire qu'il y a un seuil au-delà duquel il y a une crise. La crise linguistique, on va s'angliciser. C'est le Go, la CAQ a beaucoup joué cette corde. Crise du logement. Il manque du logement, c'est de la faute aux immigrants. Il manque de jobs, c'est la faute aux immigrants. Crise des valeurs aussi. On dit la capacité d'accueil. Alors, attention, si on fait venir trop d'immigrants de certaines zones, on va le dire, souvent musulmans, arabo-musulmans, on a connu des sagas au Québec là, de débats autour de la religion, la place de la religion dans l'espace public. Mais ça, c'est aussi cette idée, donc, de ce type d'enjeu, ce type d'argument a été utilisé pour dire que nos valeurs sont menacées au-delà d'un certain seuil. Voilà, donc, puis je vais terminer peut-être juste en disant, juste sur le plan, j'ouvre peut-être sur les prochaines questions, mais sur le plan économique, c'est qu'à force de toujours poser le problème de l'immigration comme un problème, on oublie à quel point ces immigrants-là viennent remplir, en fait, des besoins essentiels sur le plan économique. On va en parler, j'imagine, tout à l'heure. Tout à fait. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que Mireille, il y avait un ajout. Oui, je voulais juste terminer pour dire que Paul avait tort. Non, c'est pas vrai, c'était une blague depuis le début. Je voulais vraiment le dire. Non, mais sans blague, okay. Je pense que c'est important de dire tout ce qu'on vient de dire, mais en même temps, de pas dire que c'est pas correct d'être anxieux par rapport à la transformation de notre société. Parce qu'on peut à la fois critiquer la façon dont on parle de capacité de seuil, de tout ça, mais ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas le droit d'avoir des anxiétés, des craintes et tout ça. Puis on est ici pour en parler ce soir, mais je voudrais juste pas que ça commence comme une salve en disant si vous n'étiez pas sûr, puis vous avez peut-être l'impression que les choses ne vont pas comme vous voudriez, bien, vous n'avez pas le droit de parler ce soir. Je pense qu'on est là surtout pour réfléchir à ça, mais en tant que sociologue, scientifique, politologue et personne sur le terrain, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans ce concept-là. Il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, effectivement, sur cette question-là. Puis la question, justement, c'est un petit peu de mettre la table, mais définitivement, on va y revenir, puis même dans les discussions en sous-groupe. Ma question, justement, il était question de loyer, de crise dans les places dans les garderies et tout ça. Puis je me posais la question à savoir, Mireille, justement, en ce moment, quand il est question de capacité d'accueil sous le prisme des biens publics, est-ce que finalement, on n'insinue pas notre incapacité d'accueil? C'est un petit peu ça le message, j'ai l'impression qu'on essaye de nous passer. Bien, je pense qu'on peut réfléchir, un peu comme Paul le disait, à toutes les fois qu'on parle de capacité d'accueil, je pense qu'on mobilise une analyse de jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner, on ne fait que perdre si on fait venir des gens. Donc, les gens auraient un coût sur nos infrastructures, sur nos services et tout ça. Puis vraiment, je fais un bond sur ce que Paul vient de dire, mais ce calcul-là est, dans les faits, pas complet. C'est-à-dire que il y a deux éléments qui souvent manquent dans notre réflexion. Le premier, c'est la question temporelle. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire, oui, mais là, il y a beaucoup de personnes qui arrivent maintenant, puis là, ça fait beaucoup de monde dans les garderies ou ça fait beaucoup de monde dans les hôpitaux. L'immigration aura un effet à court terme, mais aura encore plus un effet à long terme. Et en général, les effets très positifs vont se vivre à long terme. De la même façon que l'intégration économique prend du temps, mais le retour sur l'investissement, là, même si c'est un peu simple de dire comme ça, bien, il prend du temps. Donc, si on s'intéresse à cette idée-là de capacité puis de limites sur nos infrastructures, bien, il faut vraiment y penser à plus long terme. Et ces personnes-là, justement, qu'on accueille, encore une fois, comme Paul le disait, ces personnes-là, elles vont
contribuer au développement des infrastructures de plusieurs façons, mais je vais juste en nommer deux. Premièrement, ils vont payer des taxes. Puis, tu sais, je ne sais pas si vous en payez, là, mais j'aime ça quand il y en a plus qui en payent que moi. Mais deuxièmement, ces personnes-là, elles vont travailler et on a un régime d'immigration au Québec et on a un régime d'immigration au Canada qui est hautement sélectif, hein, en fait, qui nous permet de sélectionner des gens sur la base de leurs compétences et sur la base des besoins du marché de l'emploi à court, mais surtout à long terme. C'est la façon vraiment dont s'est orienté notre système d'immigration. Donc, ce que ça veut dire, c'est que peut-être que de l'année 1 à l'année 5, oui, il y aura potentiellement plus d'enjeux au niveau des infrastructures dans lesquelles on pourrait investir, soit dit en passant, mais à long terme, ce calcul-là, souvent, il ne tient pas. Je vais me permettre une question qui sort un peu du cadre. Justement, quand il est question de capacité d'accueil, j'ai l'impression dans le débat public en ce moment, il est question des personnes demandeuses d'asile. Est-ce que tu pourrais nous apporter une nuance sur l'immigration économique pour juste pour info et l'immigration finalement temporaire, c'est quoi les différences? Puis qui c'est qui est dans les cases? Ouais, on en a parlé précédemment, puis je trouve ça un petit peu important quand même. Oui, mais moi, je pense qu'en fait, quand on parle de capacité d'accueil, c'est sûr qu'il faut y aller avec les catégories. L'immigration économique qui est basée vraiment sur des critères spécifiques, notamment l'âge, la scolarisation, l'expérience. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le seul critère, c'est l'immigrant démontre qu'il va réussir son intégration, son adaptation au Canada ou au Québec. Donc, ça, c'est ce qui est prévu. Donc, pour cette catégorie de personnes-là, en vertu de l'accord conclu entre le Canada et le Québec, l'accord Gagnon-Tremblay de 1991, c'est le gouvernement du Québec qui a les pleines compétences. Le gouvernement du Canada n'intervient pas dans la sélection de ces immigrants économiques-là. Quand je parle d'immigrants économiques, je parle, par exemple, de travailleurs qualifiés, sélectionnés, donc les médecins, etc., qui le Québec va aller chercher ailleurs pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. Donc, pour cette catégorie-là, c'est vraiment basé sur les critères du Québec. Donc, le gouvernement du Québec peut dire capacité d'accueil par rapport à telle ou telle catégorie professionnelle, on en a besoin. On a besoin de 25, on a besoin de 30 000, on a besoin de 50 000. En ce moment-là, le Québec va délivrer des certificats de sélection, mais basés vraiment sur des critères. Ces gens sont sélectionnés, c'est quand même tout un processus, là. Ça dure 2, 3, 4 ans. Il faut payer, c'est quand même assez cher comme processus. Et que ces gens, une fois que tout est réglé, qu'ils obtiennent leur certificat de sélection, après, ils vont demander le visa au Canada. Parce qu'en vertu de cet accord et surtout de l'article 95 de la loi constitutionnelle de 1867 qui érige l'immigration comme une compétence partagée entre le fédéral et les provinces, fait en sorte que pour cette partie-là, vraiment, le Canada va intervenir que lorsque la personne a reçu son certificat de sélection du Québec et évidemment a validé les questions sécuritaires et sanitaires, comme ce qu'on appelle chez nous les motifs d'interdiction de territoire qui sont prévus dans la loi sur l'immigration. En ce moment-là, la personne va recevoir son visa et va venir s'établir au Québec. Donc là, on peut parler de capacité d'accueil, parce que le gouvernement a une marge de manœuvre, donc de décider, j'en prends 50, j'en prends 200 000. Versus l'immigration forcée. Je peux parler aussi de l'immigration temporaire. L'immigration temporaire, c'est aussi du ressort du gouvernement du Québec aussi. Surtout, c'est toujours sur la base de cet accord-là conclu avec le Canada, qui fait que le gouvernement du Québec va sélectionner les travailleurs temporaires. Les étudiants internationaux vont demander un certificat d'acceptation du Québec, etc. Alors, l'immigration familiale, c'est du ressort du Canada, du fédéral, mais si la personne s'installe au Québec, en ce moment-là, ce sont les critères du Québec, parce que le garant va devoir conclure un engagement avec le Québec. Vous voyez, je dis ça parce que ça va permettre un peu de comprendre les différentes catégories. Et là, j'arrive à l'immigration forcée. L'immigration forcée, c'est qui? Ce sont les personnes qui craignent une persécution. Avec raison. C'est la définition de la Convention de Genève et du protocole de 1967 qui est repris dans notre loi, nous, nationale, la loi sur l'immigration, et qui, c'est vraiment que le Canada a ratifié, que le Québec a ratifié, qui sert à répondre vraiment aux besoins de demandes de protection internationale. Donc, ces gens, on ne peut pas dire qu'il y a un conflit en Ukraine, on en reçoit juste 3 000, parce qu'il y a 3 000. Si ces gens arrivent sur notre territoire, bien, on va leur donner la possibilité de faire une demande d'asile. Faites très, très attention. Je ne suis pas en train de dire qu'ils seront tous reconnus réfugiés.
Parce qu'en droit canadien, non mais c'est vrai, c'est important, il y a tout un processus. Leur demande est examinée au niveau de la section de protection des réfugiés. C'est vraiment lorsque ces personnes rencontrent tous les critères qui sont prévus que ces individus-là seront reconnus réfugiés. Le problème qui se pose, c'est qu'on a beaucoup de demandeurs d'asile qui arrivent en même temps parce qu'il y a beaucoup de conflits. Si on regarde les données au niveau du Haut-Commissariat des réfugiés, ben c'est des conflits un peu partout à travers les continents, Europe, Afrique, Asie, Amérique, ça bouge d'un peu partout. Et ces gens sont forcés, ce qu'on appelle l'exil forcé. Ces gens sont contraints de fuir ces violations-là, ces violations graves des droits humains, mais aussi les enjeux climatiques qui provoquent de plus en plus de déplacements massifs, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'à ce moment-là, nous, on va se départir de notre tradition humanitaire comme population québécoise ou canadienne pour dire non, on ne va plus aider ou qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense que la rencontre d'aujourd'hui va servir à partager ensemble, échanger pour voir comme communauté qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là. Parce que dans le reste des groupes, je pense que le gouvernement a une mainmise là-dessus. Je veux dire, l'immigration familiale, on peut toujours discuter. Mais le Québec pourrait faire quoi? Si moi, je suis citoyenne canadienne, puis je tombe amoureux d'un beau Cubain qui se trouve quelque part, qui ne parle pas français, qui voudrait vivre ici et qui aime la neige comme moi, on fait quoi? En ce moment-là, ben, je vous pose la question. J'espère que j'aurai une réponse. Merci. Je vous dis que vous faites un choix douteux parce que moi, je l'aurais fait dans le sens inverse. Mais bon, l'hiver, voilà. 6 mois... Non, mais moi, j'aime la neige. C'est ça qui est la différence. Mais pour revenir, est-ce qu'il y a des ajouts que vous aimeriez apporter, Paul, Richard ou bien Mélissa, par rapport à ce qui a été mentionné? Oui, certainement. J'aimerais ajouter quelque chose à ce que Mireille a dit. Et c'est vrai que les bienfaits de l'immigration à la société, c'est très clair à long terme. Mais ce qu'on voit au collectif Bienvenue, c'est que les demandeurs d'asile très rapidement contribuent à la société. Ah oui, je vais vous donner un exemple très concret. Et c'est parce que le collectif était très impliqué dans la lutte pour l'accès aux garderies récemment. Donc, on a une stagiaire, elle est demandeur d'asile d'Haïti, et elle travaille dans une garderie. Mais elle n'avait pas accès à la tarif subventionné. Donc, elle a versé la majorité de son salaire à son employeur pour la garde de son enfant. Ça n'a aucun sens. Et elle la faisait parce qu'elle voulait contribuer, elle voulait travailler, même si elle n'a pas gagné beaucoup d'argent en le faisant. Mais elle, tout de suite, elle contribue à la société. Elle offre une garde d'enfants aux autres familles. Donc, ces personnes, ils travaillent dans les hôpitaux en tant que préposés aux bénéficiaires, dans les garderies, dans la fabrication, partout dans la société. On ne les voit pas souvent, mais ils sont là, ils travaillent pour le bien de nous tous et toutes. Et aussi, plusieurs personnes ont des qualifications, même plus que préposés aux bénéficiaires. On a vu beaucoup de demandeurs d'asile qui sont qualifiés en tant qu'infirmières dans leur pays d'origine. C'est vraiment difficile d'avoir les compétences reconnues pour être infirmière ici. C'est possible, mais c'est un parcours assez long. Mais ils vont le faire et bien sûr, on a besoin d'infirmières. Ouais. Mais c'est là où c'est important aussi, et ça chicane un peu entre le Québec et le fédéral, juste de comprendre que les demandeurs d'asile, c'est du ressort du Canada, sauf lorsque le demandeur d'asile, le réfugié, est établi au Québec ou est sélectionné à l'international pour venir s'installer au Québec. Sinon, c'est vraiment le gouvernement du Canada qui a la compétence. Le problème qui se pose présentement, c'est qu'on en a beaucoup qui sont arrivés depuis 2016. On peut regarder, on peut aller très, très loin. Ne l'oublions pas, dans les années 60-70, avec la guerre du Vietnam, le Québec, le Canada en a reçu énormément. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on reçoit autant de personnes. Sauf que le contexte, c'est un peu particulier. Comme tu disais, ça vient chercher un peu l'économie, les services sociaux, les services de santé. Puis tout le monde est pratiquement fatigué, épuisé au lendemain de la pandémie, si on en est sorti réellement. Ça aussi, je me questionne. Mais ces demandeurs d'asile-là ont le droit d'avoir un permis de travail.
et ça traîne énormément au niveau fédéral. Lorsque ces demandeurs d'asile n'ont pas un permis de travail, ben, ils ont droit à l'aide de dernier recours, l'aide sociale. L'aide de dernier recours, ça va être avancé par le gouvernement du Québec, qui va après être compensé par le gouvernement du fédéral. Vous comprenez les frustrations de notre gouvernement de dire, ben, faites très, très vite pour que ces gens, parce que ces gens veulent travailler, comme tu disais, Mélissa. Ces gens ne sont pas, un demandeur d'asile, ce n'est pas quelqu'un qui arrive sans diplôme ou sans compétence. C'est juste parce qu'il fuit une persécution, tout simplement. C'est ça qui le différencie de l'immigrant économique qui décide, en étant au Sénégal, de dire j'aime la neige, j'aime le pâté chinois, je vais m'installer au Québec. Vous voyez? Alors que le demandeur d'asile, lui, ne choisit pas son pays de destination. Il est contraint, il est forcé de partir. Il y a une guerre, il y a une violation, il y a des enjeux, une dégradation environnementale. Il ne peut plus rester dans son pays, il ne peut plus rester dans une zone et décide d'aller ailleurs pour avoir une protection supplétive. Donc, en ce moment-là, l'enjeu, à mon avis, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là pour que ces gens puissent accéder à leur permis de travail, puissent travailler. Si on a la capacité financière, parlant de capacité d'accueil, ça facilite notre capacité d'adaptation aussi. C'est-à-dire on peut louer, on a un logement, on a les facilités pour ne pas, comment on appelle ça, là, peser lourdement sur déjà le problème de logement qui se pose, je pense. Je ne suis pas en train de dire, je suis pas en train de dédouaner le gouvernement du Québec ni du Canada du fait qu'il manque de logement. Puis je pense que les démographes, les économistes nous diront qu'il y a... Ça fait des années qu'ils demandent au gouvernement de construire des logements accessibles, sociaux, etc. C'est vrai que c'est tout un contexte. Les demandeurs d'asile n'expliquent pas la situation, font partie certes de la situation, mais ne sont pas seulement le problème. Voilà. Je pense qu'il y a un ajout, Paul. On me dit à l'oreillette qu'il faut absolument que tu enlèves la boucle d'oreille. Sinon, ça vous entendez ma boucle d'oreille bouger? Tout à fait. Sinon, Paul... Alors, oui, peut-être rapidement, sur la question de la crise du logement, il y a une certaine part de démagogie à essayer de faire porter la crise du logement, je pense, sur les immigrants dans la mesure où les gens qui travaillent, bon, ce n'est pas mon cas, mais les gens qui travaillent dans le domaine vont dire, la crise du logement elle est bien plus due à la spéculation immobilière, aux rénovictions, à la gentrification des quartiers. Puis s'il y a une crise du logement, c'est surtout une crise du logement abordable, en fait. Donc, voilà, c'est un peu un gros raccourci là, de mettre ça sur le dos des immigrants. Toujours sur le plan économique, on ne l'a pas encore peut-être mentionné, mais comme tout le monde le sait ici, puis sûrement certains d'entre vous, l'immigration, les immigrants qu'on fait venir ici au Canada, au Québec, mais aussi au Canada, dans toutes les autres provinces, en termes de volume, il y a plus d'immigrants temporaires que d'immigrants à vocation permanente. Puis ça fait longtemps. C'est à peu près depuis la moitié des années 2000. Et ça va toujours en augmentant. Le ratio augmente toujours en faveur des temporaires par rapport aux permanents. Donc ça, c'est des immigrants qu'on fait venir pour aller travailler dans les champs, dans les usines, qu'on fait venir un peu à la pièce, que les employeurs... il y a toute une démarche à faire, un processus à suivre pour les employeurs. Pour ça, ils doivent prouver qu'ils seront incapables de répondre à leurs besoins en main-d'œuvre avec la main-d'œuvre locale. Mais en fait, c'est pas vrai qu'ils ne seraient pas capables de répondre avec la main-d'œuvre locale, c'est qu'ils veulent payer des très bas salaires que seuls les immigrants temporaires sont prêts à accepter. Donc, c'est dans cette mesure-là qu'ils réussissent à justifier de faire venir des milliers, des centaines de milliers, au Canada en tout cas, aux travailleurs temporaires qui vivent dans des conditions dont les conditions de travail sont assujetties, sont prédéterminées, sont assujetties donc à des normes souvent très, très strictes et avec beaucoup de violations de droits du travail, parce qu'ils sont couverts par les normes du travail, mais il y a beaucoup de violations, ils ont peu de recours, ils ne connaissent pas leurs droits, ils sont peu portés aussi à s'organiser, puisqu'ils ne sont pas là pour rester. Donc, c'est très difficile. Donc, et je veux juste, pour dire que ces gens-là ont une contribution économique énorme. Il y a tout un secteur, des secteurs industriels qui étaient en déliquescence avant les années 2000. Toutes les grandes entreprises s'étaient délocalisées pour aller chercher du cheap labor au tiers-monde. Bien là, il y a des PME québécoises dans l'agriculture, dans des usines de transformation alimentaire qui ont vu une manne, qui ont profité de la manne des programmes temporaires pour pouvoir eux aussi essayer d'être compétitifs sur le marché national et parfois international,
en faisant venir de la main-d'œuvre du Sud global, qu'on renvoie ensuite chez eux, sans jamais possibilité de s'installer. Mais les Québécois ne veulent plus faire ces travaux-là. Donc, c'est une contribution économique qui est inestimable, sauf qu'on ne leur rend pas très bien parce qu'ils vivent dans des conditions souvent, ça c'est documenté, d'exploitation. Voilà. Donc, contribution économique importante. Puis pendant la COVID, on dit que c'est nos anges gardiens, on a besoin d'eux, mais sauf qu'après la COVID, quand la COVID est finie, ben on s'en soucie plus. Il y a tout un... On pourra en parler peut-être, India, toutes les promesses de régularisation. Est-ce que ça a vraiment été... Qu'est-ce que ça a donné? Bon, donc... On va y arriver. On va y arriver. Il y a une conception très utilitariste là, de l'immigration qui nous fait oublier toute la contribution des immigrants à la société. Merci beaucoup, Paul. Je vais nous amener ailleurs, sur l'enjeu de la langue. Justement, on lit tout et son contraire. J'ai l'impression, oui, le déclin de la langue, non, le déclin, il n'y a pas de déclin, de la langue, etc. Puis, j'aimerais ça savoir, peut-être vous entendre, Richard, puis je sais que Paul aussi, c'est une discussion qu'on a eue en aparté, mais est-ce que c'est un fait avéré? Puis dans quelle mesure est-il ou pas attribuable à cette capacité d'accueil, à ce concept-là qui est la capacité d'accueil? Oui, en fait, ce qui est peut-être important de comprendre, c'est que la population, de façon générale, et comme on l'a expliqué tout à l'heure, les principales migrations se font en quelque sorte pour insérer un marché du travail, pour subvenir à ses besoins, et ainsi de suite. Et les gens ont donc des compétences pour intégrer un marché donné. Évidemment, la langue, c'est un élément central pour pouvoir intégrer le marché du travail, pour pouvoir s'intégrer dans une société. Et partout sur la planète, les gens qui se déplacent vont se déplacer à des endroits où ils ont des compétences linguistiques. On le voit ici au Canada, les gens qui migrent, qui choisissent de migrer vers le Québec, sont des gens qui, à 80-90%, ont déjà des compétences linguistiques en français. On travaille avec des chercheurs belges. Ce qui est intéressant en Belgique, c'est qu'on le voit bien, les populations du Sud global francophone qui migrent vers la Belgique, du Sud global francophone vont migrer à ce moment-là davantage vers l'espace wallon, où on retrouve des francophones, et les autres populations qui proviennent du Pakistan, de l'Inde, ainsi de suite, vont plutôt migrer vers la partie flamande de la Belgique. Donc, il y a déjà ces tendances-là qui s'opèrent. Par ailleurs, et ce que je trouve un peu particulier ici au Québec, on parle beaucoup de francisation, on fait tout un débat autour des coûts liés à la francisation, mais toutes les sociétés, partout sur la planète, s'assurent en quelque sorte que les gens qui arrivent chez eux soient à même de pouvoir partager une langue commune. Donc, aux États-Unis, il y a des cours d'anglais qui sont offerts aux immigrants qui ne sont pas anglophones, les hispanophones et autres. La même chose dans le Canada anglais. En France, on a également des opérations. En France, il y a plus de 150 000 personnes qui suivent des cours de français par année sur le territoire français. Donc, on le voit bien, cette préoccupation-là par rapport à la langue, elle est présente un peu partout. Ce qui fait en sorte qu'ici au Québec, on reçoit beaucoup d'immigrants et de plus en plus maintenant d'immigrants francophones. Et la francophonie mondiale, c'est mon terrain de jeu à moi, à l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone. On s'intéresse un peu à comment évolue en quelque sorte l'espace francophone. Mais ce qu'on observe, en fait, c'est vraiment un déplacement depuis, je dirais, une soixantaine d'années de l'espace francophone de l'Europe vers l'Afrique. Okay? On estime à peu près à 330 millions de francophones sur la planète. C'est quand même pas banal. Là. Il y a quand même, quand on nous parle tout le temps qu'on est entouré d'une mer anglophone au Québec, ben on oublie souvent qu'on est quand même près ou assez près de 330 millions de francophones sur la planète. Donc, il existe en quelque sorte des possibilités d'échange, de contribution de cette francophonie-là pour nourrir en quelque sorte
les bassins d'immigrants du Québec. Et ça me semble assez important. Ceci étant, la francisation va toujours exister parce qu'il y a des réfugiés, parce qu'il y a des gens qui viennent travailler, comme Paul le soulignait, qui viennent travailler de façon saisonnière, mais qui veulent possiblement également s'installer au Québec. À ce moment-là, on a des programmes de francisation qui permettent à ces populations-là de participer à l'ensemble de la société québécoise à partir de cette langue commune qu'est le français qu'on a adopté ici. Juste une petite parenthèse. Certainement. On parle beaucoup d'anglais, oui, évidemment. Puis le Québec a peut-être, vous savez, en francophonie, on parle de langue partenaire, OK? Au Sénégal, la langue partenaire, c'est le Wolof. En fait, c'est peut-être plus le français qui est la langue partenaire du Wolof dans le cas du Sénégal. On a des situations, des contextes complètement différents un peu partout. Ici, la langue partenaire, c'est l'anglais. Alors, il se trouve que l'anglais est quand même la lingua franca sur la planète, et ainsi de suite. Puis on doit, à ce moment-là, s'assurer que les gens ont aussi des compétences en anglais pour certains secteurs d'activité. Pas partout, mais pour certains secteurs d'activité. Donc, ce qu'on observe, pour répondre à votre question sur le déclin du français, bien, nous, on vient de publier un livre, justement, sur le déclin du français, point d'interrogation. Et on montre que, oui, effectivement, le français est fragile ici au Québec. On a mis de l'avant un certain nombre de lois, de mesures qui permettent et qui donnent des résultats et qui permettent justement de maintenir cette langue commune qu'on utilise un peu partout au Québec, à Montréal également, on l'oublie souvent, mais il y a 94 % des gens au Québec qui déclarent être capables de tenir une conversation en français. Et ça, c'est une grande augmentation depuis le début des années 70. Peut-être juste ajouter sur la langue que quand on parle de capacité d'accueil, comme tu dis, ça a été la menace de l'anglicisation est souvent brandie par le gouvernement au pouvoir, notamment. Et pour faire du millage un peu sur ce que Richard disait, c'est que, oui, il y a plusieurs outils qui ont été mentionnés, des lois. On a mentionné tout à l'heure aussi la grille de sélection des travailleurs qualifiés qui accorde beaucoup de points pour le français, moins pour l'anglais. Puis je suis d'accord avec Richard, c'est important l'anglais. Moi, du point de vue du groupe majoritaire, on veut qu'il soit francisé. Mais en fait, de leur point de vue, et même du point de vue du Québec, si on veut qu'ils se trouvent un travail à Montréal, ils doivent être bilingues. Et puis, il y en a beaucoup qui arrivent dans les entrevues, en tout cas, qui arrivent du Maghreb, qui me disent on m'a trompé, on m'a dit que j'allais pouvoir travailler à Montréal avec le français seulement. Et puis, ils se rendent compte que non, on leur demande toujours d'être bilingues. Alors, bon, je ferme cette parenthèse, puis je veux juste dire que on en parlait beaucoup avec Richard aussi. C'est-à-dire que quand on veut essayer de mesurer la capacité des immigrants à parler le français, il faut arrêter de voir, et là je vais citer Mireille, de voir le rapport à la langue comme un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que plus on maîtrise une langue, et moins on maîtrise l'autre. Donc c'est comme les identités, c'est multiple, on peut cumuler les langues. Donc quand on regarde après, on prend un pas de recul par rapport aux indicateurs utilisés dans les journaux et par les politiques pour nous expliquer que le français recule à Montréal. Hein? Alors, il s'appuie sur quels indicateurs? C'est justement ce type d'indicateur qui nous dit, quelle est la langue qui parle le plus au travail, dans l'espace public? Laquelle des deux langues officielles est la plus parlée? Premièrement, en parenthèse, même quand on regarde ce type d'indicateur qui est très, très insuffisant, on se rend compte que d'un recensement à l'autre, les immigrants basculent davantage vers le français. Mais ce type d'indicateur-là, déjà, est limité parce que les gens, surtout à Montréal, sont bilingues, sont trilingues. En fait, c'est à Montréal, dans toutes les villes canadiennes, où on a le plus haut taux de trilinguisme. Et ce qui fait que le français peut prospérer chez des gens qui parlent par ailleurs d'autres langues, dont leur langue maternelle, dont l'anglais aussi. Et les gens passent d'une langue à l'autre selon le contexte d'interaction, que ce soit au travail, à la famille, à l'école. Voilà. Donc, les langues ne sont pas mutuellement exclusives. Je voudrais peut-être ajouter que par rapport à cette question-là de la langue puis de la capacité qu'on a, je pense qu'il faut aussi parfois
retourner la question. C'est-à-dire que choisir une langue, puis choisir de l'utiliser, c'est sentir qu'on peut l'utiliser, puis c'est sentir qu'on est accueilli par la société dans laquelle on vit. Et il y a eu beaucoup de recherches, dont les recherches de mon collègue Antoine Bilodeau à l'Université Concordia, qui se sont intéressées aussi à comment les personnes immigrantes, qu'elles soient arrivées récemment ou plus récemment, qu'elles soient des minorités visibles ou pas, comment elles reçoivent aussi cette discussion-là sur les seuils, sur la problématisation de l'immigration. Comment est-ce que de recevoir jour après jour le message comme quoi nous sommes le problème, si on est une personne immigrante, nous sommes à la source des enjeux auxquels fait face le Québec, qu'est-ce que ça peut créer chez des individus, chez des jeunes en particulier, comme sentiment d'appartenance au Québec et par la suite aussi comme désir de participer à la vie en français. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il y a vraiment un effet négatif sur le sentiment d'appartenance et le désir de participer démocratiquement et de travailler et ou d'utiliser la langue française. Donc, la question de la capacité d'absorption, ça peut aussi, ou pas d'absorption, excusez-moi, la capacité d'intégration, la capacité d'accueil, ça peut aussi être ça, c'est-à-dire est-ce qu'on met en place les conditions qui permettent l'accueil? Et dans le cas, par exemple, du discours public sur cette question-là même, on a vu qu'il y a vraiment un effet. Donc, c'est aussi une autre façon, la question du choix linguistique, c'est non seulement les ressources auxquelles les personnes ont droit pour apprendre le français, c'est leur capacité à utiliser multiples langues, mais aussi, c'est aussi vraiment juste de sentir qu'ils peuvent appartenir à la société québécoise. Puis ça, bien, c'est sûr que tous les débats qu'on a à l'heure actuelle, ils ont vraiment un effet sur ce sentiment-là. Mais surtout sur le choix. Parce que c'est un choix. L'immigration est un choix. C'est un choix et moi, je dis souvent, c'est deux personnes qui se rencontrent d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas. On choisit et je parle de l'immigration évidemment économique, donc je ne parle pas de l'immigration forcée où on n'a pas le choix, il faut s'enfuir, il faut trouver des solutions. Mais quand on décide de venir s'installer au Québec, de vivre à Lévis ou ailleurs, c'est un choix qui se fait, qui rencontre aussi le choix du gouvernement du Québec d'aller recruter des personnes qui correspondent aux besoins en termes de main-d'œuvre au Québec. Vous voyez? Et cette partie-là, à mon avis, qui fait défaut dans la communication, en tout cas dans les discours. On a l'impression, puis souvent on dit, bien, on va aider les immigrants qui viennent chercher, on met tout le monde déjà dans la même. C'est normal, parce que le discours ne permet pas de scinder un peu, ou de connaître un peu les différences. On l'a vu pendant la pandémie, que les gens qui disaient, ouais, les étudiants internationaux, il y en a beaucoup, bien, ils vont prendre, parce que les montants qui étaient offerts pendant la pandémie là, pour un peu compenser du point de vue financier, mais les étudiants internationaux n'avaient pas accès à ça. Ils payaient leurs études extrêmement chères, des programmes à 35 000, 40 000 $. Vous voyez, ils n'ont accès à rien du tout. Ils doivent travailler, et c'est ça, c'est un choix. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus, parce que notre politique est une politique de choix en matière d'immigration. Vous voulez venir étudier, vous vous inscrivez, vous faites le parcours nécessaire, vous payez les frais, et quand vous arrivez, vous vous acquittez de vos obligations. Donc, de ce point de vue-là, c'est transparent, c'est cohérent. Par contre, là où il y a un problème, comme tu disais, c'est lorsqu'on commence à stigmatiser. Et puis ça, ce sont des réflexes, parce que nous, on l'a vu dans nos recherches en Europe, au niveau de l'Union européenne. Je peux prendre l'exemple de la France, c'est un pays que j'adore, ou d'autres pays, l'Italie, où j'ai vécu, où ça engendrait en fait une division d'une manière, peut-être ce n'était pas voulu, mais au final, c'était un groupe versus l'autre, puis il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de discussion. Donc, pour vivre de manière harmonieuse, est-ce qu'on peut retourner au Québec des années du 16e siècle? Ce n'est plus possible. Il faut qu'on soit réaliste. Ce n'est plus possible. Donc, du point de vue démographique, géographique, toutes sortes d'affaires qui se passent, la mondialisation, la globalisation, les étudiants québécois ou les jeunes vont aller vivre en Allemagne ou ailleurs. C'est le monde qui est configuré tel. Par contre, on a des valeurs sur lesquelles on s'appuie fortement, notamment la langue française, ce qui fait que mon Cubain, il va faire un cours de francisation. Vous voyez, il y a déjà une solution. Merci. On va finir par le croire, cette histoire. Justement, je suis sûre qu'il n'y en a pas. Mais justement, tu le touches, mais je vais me permettre, Richard, sur le poids démographique, étant donné que tu es un démographe de formation aussi. Tu sais, comment j'ai pas ma question toute faite, là, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien à faire entre maîtrise de la langue, poids démographique du Québec dans le Canada. Puis
où est-ce qu'on en est? Tu sais, si on devrait faire un espèce d'état des lieux en ce moment, avec une population vieillissante aussi, parce qu'on ne se le cachera pas aussi. Donc, ça dit quoi de nous en ce moment? En fait, ce qui est peut-être important de retenir aussi, c'est que Djeneba vient de dire que la société a changé complètement. C'est le cas, les sociétés ont changé complètement. Moi, je m'intéresse à l'espace francophone. Cet espace francophone, dans les années 60, il était composé de gens pour lesquels le français était la langue maternelle. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les 330 millions de francophones qui nous intéressent, nous, bien, ils n'ont pas le français comme langue maternelle, mais ce sont des francophones. Ce sont des gens qui ont l'arabe comme langue maternelle, qui ont le wolof comme langue maternelle, qui ont le djoula comme langue maternelle, mais qui sont devenus francophones à travers l'école. Okay? Donc, ce qui fait en sorte que le Québec, en fait, la francophonie s'est transformée, mais le Québec s'est aussi transformé de façon considérable. En 2001, puis je vous inonderai pas de chiffres, en 2001, il y avait 1 million de personnes au Québec qui maîtrisaient une autre langue pour tenir une conversation, une autre langue que l'anglais ou le français. Okay? 1 million. 20 ans plus tard, en 2021, c'est 2 millions de personnes au Québec sur les 9 millions qui peuvent tenir une conversation dans une autre langue que l'anglais et le français. Donc, ça veut donc dire que le Québec est devenu aussi très, très, très plurilingue. Puis on oppose souvent l'anglais, on l'a dit tout à l'heure avec Paul, l'anglais et la lingua franca, c'est quand même utile, ainsi de suite. Mais en même temps, il y a également beaucoup d'autres langues internationales qui devraient être mises de l'avant. Il faudrait qu'au Québec, on sorte un peu de ce dualisme-là et de se dire, bon, ben voilà, ces autres langues-là sont aussi importantes. Nos concitoyens qui parlent arabe, qui parlent espagnol, qui parlent portugais, ainsi de suite, peuvent aussi s'inscrire dans des réseaux internationaux où ces langues-là sont très, très, très importantes. Donc, je pense qu'il faut essayer de voir, en quelque sorte, cet ensemble-là. Pour revenir à ta question bien précisément, le Québec est devenu de plus en plus francophone, okay, à travers le temps. C'est ce qu'on voit depuis les années 60. Tout à l'heure, je vous ai dit 94 % des gens qui sont à même de pouvoir tenir une conversation en français. C'était 80 82 % à la fin des années 60. Donc, on le voit bien, il y a une opération de maîtrise de la langue française, mais qui ne s'opère pas au détriment des autres langues. Les gens vont continuer à parler italien à Montréal-Nord. Les gens vont continuer à parler d'autres langues également, mais ils vont aussi parler français. Et pour reprendre l'expression de Paul, c'est toujours l'idée de ne pas définir les gens uniquement par une seule identité ou une seule catégorisation. Les gens sont bilingues, sont trilingues, et ainsi de suite, mais sont aussi, à travers tout ça, francophones parce que le français est la langue commune au Québec. Merci beaucoup. Puis d'ailleurs, à ce propos, l'Office de la langue française a sorti la semaine passée les chiffres et ça n'a pas occupé l'espace public ni médiatique souhaité, où les chiffres sont très, très positifs par rapport à Montréal parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais ça vaut vraiment la peine de s'y pencher. Plus de 70 %, voire 80 % de jeunes, enfin de la population montréalaise dit utiliser le français dans l'espace public, ce qui n'est pas négligeable par rapport aux échos du naufrage de la nation ou du moins de la perte de français aussi. Là. Donc, ça vaut la peine d'aller Google it, de googler la chose. Mais Oui, Mélissa, c'est important parce que c'est un des critères les plus importants vraiment pour le recrutement des immigrants au niveau du gouvernement du Québec. Donc, la langue française occupe une place de premier choix. C'est vraiment le critère, ça peut être éliminatoire, donc, dans le choix des immigrants qui arrivent. Je ne suis pas en train de dire que les hispanophones ou d'autres ne viennent pas, mais la langue française, la maîtrise de la langue française va faciliter en fait la sélection des immigrants au niveau de l'immigration économique. Et le discours qu'on a eu il y a 2 ans, 3 ans sur il faut aller chercher un peu plus de pouvoir par rapport à l'immigration familiale. Mais comme je le mentionnais, ce qu'on peut faire, c'est de renforcer, c'est-à-dire de continuer, comme tu disais tout à l'heure, d'offrir des ressources nécessaires pour la francisation et surtout humaniser l'immigration. Ce ne sont pas des cas, des dossiers, ce sont des individus qui n'arrivent pas de la planète Mars, là, qui arrivent de quelque part avec des bagages, des cultures, une diversité, des compétences et qui veulent juste vivre, travailler, et se faire du plaisir, évidemment, comme le froid et le pâté chinois, et de temps en temps, comme on dit, c'est quoi le truc, là? Les pommes de terre et...
La poutine. Oh, exactement. Oui, c'est ça. On se sait. On va glisser, justement, Mélissa, on va aller plutôt dans le concret de ce que tu nommais un peu plus tôt, Paul, sur, c'est ça, l'intégration véritable, le quotidien de ces personnes-là. Puis je serais curieuse de voir, toi qui travailles justement dans le terrain, quel est ton son de cloche? C'est une question assez large, mais je pense que tu as... Par rapport à la... OK. Par rapport à la francisation, c'est ça que je voulais ajouter quelque chose. J'aimerais partager avec vous comme un portrait de comment le gouvernement fait en sorte que c'est accessible ou inaccessible de se franciser, d'apprendre le français. Et pour moi, en tant qu'étudiante internationale, quand je suis arrivée, j'avais accès à des cours de français rémunérés. Mais les demandeurs d'asile, non. Ils n'ont pas payé pour le cours de français. Mais c'est les mêmes cours de français. Donc, vous imaginez, vous êtes demandeur d'asile à côté de quelqu'un qui est une autre sorte d'immigrant et vous parlez, vous apprenez que eux, ils sont payés, vous non. Donc, c'est quelque chose. Aussi, l'inscription pour les cours de français, le site web est en français. Donc, c'est quelque chose de vraiment simple de corriger, de faire en sorte que l'accès aux cours de français est possible sans aide. Mais non, en fait, les demandeurs d'asile doivent dépendre aux organisations communautaires pour avoir accès aux cours de français. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, que le gouvernement pourrait faire pour faciliter l'accès à la francisation, qui ne sont pas chères, qui ne sont pas compliquées, mais on ne les fait pas. Donc, pourquoi? Et pour moi, c'est parce que je ne vois pas un réel intérêt de franciser les demandeurs d'asile, mais plutôt de les blâmer pour le déclin de la langue française. J'ai travaillé avec un collègue à l'Université de Toronto depuis plusieurs années sur la façon dont les gouvernements au Canada, donc le gouvernement fédéral et les provinces, se chicanent à propos des demandeurs d'asile, parce qu'il y a beaucoup ça aussi. Hein. Une des choses qu'on vit actuellement, c'est que, bien sûr, depuis 2017, on a vu une augmentation des arrivées et pendant longtemps, les provinces, le Québec y compris, considéraient que les demandeurs d'asile, c'était pas leur job. C'était la job du gouvernement fédéral. Puis là, tout d'un coup, on se retrouve avec des questions qui offrent des services à ces personnes-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on compare les fédérations. Donc, on compare l'Allemagne, les États-Unis ou tout ça, où il y a aussi des demandeurs d'asile. Puis une chose qu'on voit, puis là, je vais donner des intentions au gouvernement, mais c'est mon opinion, OK? Je veux juste être clair. Une chose qu'on voit, c'est que souvent, les entités fédérées, donc les provinces, les lenders, les États aux États-Unis, ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle de la compétition négative. C'est-à-dire qu'ils nivellent vers le bas, ils rendent les droits les moins attrayants possibles pour essayer finalement que les demandeurs d'asile votent avec leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils quittent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir accès aux services ou ils n'arrivent pas à se trouver de travail puis ils n'arrivent pas à être bien. Donc, le type de fardeau administratif dont vous parlez, c'est un bon exemple de ça. C'est-à-dire qu'une personne qui voudrait rester au Québec puis commencer à apprendre le français, mais qui a tellement de difficultés, va peut-être finalement finir par se dire, je vais aller à Toronto, ça va être moins compliqué, je connais du monde là-bas, je vais être capable d'apprendre l'anglais, mon cousin est là, je vais peut-être me trouver une job. Puis, ça fait une personne de moins. Donc, c'est une façon aussi de détourner, de contrôler l'immigration. C'est une façon aussi de s'assurer de ne pas avoir à payer. Puis, ça contribue à la logique de blâme dont tu parles. Oui, mais c'est le gouvernement du Québec va juste avancer des fonds. C'est le gouvernement fédéral qui va rembourser tout ça. On est d'accord, toi puis moi, mais c'est pas nous au gouvernement. Oui, c'est ça. Il faut voter des élections pour faire ça tout de suite. Hein. Est-ce qu'il y a des ajouts quelconques? Je regarde Paul. Pas sur la langue. Pas sur l'enjeu de la langue. Sur l'économie. Justement. Reconnaissance des diplômes. Ouais, c'est ça. Mais justement, parce qu'il y a deux visions qui s'entrechoquent, j'ai l'impression, vous me corrigerez si je me trompe. Celle du patronat qui lève la main, on a besoin de personnel continuellement. Puis de l'autre côté, ceux qui freinent un peu leurs élans, c'est-à-dire le gouvernement actuel qui dit notre capacité d'accueil et tout ce qui s'ensuit.
comment conjuguer ça, puis comment vous expliquez cette espèce de dualité-là? Ouais. Oui, ben c'est complexe parce que souvent on dirait que la CAQ, je trouve, a tendance, ben c'est pas j'ai l'air de toujours taper sur la CAQ, mais des gouvernements en général. Oui, il y a des... OK, c'est bon, je vous remercie. J'ai votre caution. Mais non, c'est pas que la CAQ, par contre. Je suis désolé, madame, mais c'est souvent mais la CAQ en particulier. Oui, c'est ça. Ils essaient de répondre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de répondre aux besoins des employeurs, du marché. Ils sont très... Tu sais, c'est des businessmen, tu sais. Mais par la sélection. Par la sélection. Mais une fois qu'ils sont là, OK, est-ce qu'on crée... Ils font plus grand-chose pour créer les conditions nécessaires à leur insertion socio-économique réussie sur le marché du travail. Tu fais venir des gens qualifiés, des gens surdiplômés, à cause de la sélection, ou en raison de la sélection, les immigrants sont beaucoup plus surqualifiés que les Québécois natifs. Et donc, mais sauf qu'il y a un problème de déqualification professionnelle chez les immigrants depuis des décennies, parce qu'on n'a pas créé, on n'a pas lutté contre des obstacles systémiques, notamment à la reconnaissance de leur diplôme. Je vais juste vous donner, moi, des petits chiffres qui sont quand même assez frappants pour vous montrer qu'on pourrait faire mieux. Là, je vais vous parler juste des professions réglementées. Puis déjà, ça concerne quand même beaucoup de secteurs névralgiques de l'économie, de secteurs névralgiques de la société, comme l'accès pour être médecin, être infirmière. Bon. Il y a une étude de Statistique Canada d'à peu près 2010, donc commence à dater, mais qui, je vais vous dire quand même les résultats. C'est une étude qui visait à mesurer le taux de requalification des immigrants dans chaque province canadienne. Fait que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient un grand échantillon d'immigrants qualifiés avec des formations acquises à l'étranger qui mènent à des professions réglementées au Québec. Puis là, ils regardent dans chaque province quel est le taux parmi ces immigrants qui réussissent à trouver un emploi dans leur domaine. OK? Bien, on est bon dernier. On est bon dernier avec 17 % de ces immigrants qualifiés réussissent à trouver un travail dans leur domaine, dans des professions réglementées, alors que quand on regarde en Ontario, en Colombie-Britannique, on est plus dans le 30-35 %. En fait, 30 dans ces eaux-là. Dans les maritimes, ça peut aller, même la meilleure province, je pense, je ne sais plus, c'est une province des maritimes qui va jusqu'à 40 %. Nous, on est à 17 %. Ça, c'était en 2010. Il faudrait voir si ça a changé. Donc, il y a quelque chose à faire aussi avec les ordres professionnels. Il y a des réflexes très corporatistes et c'est pas dans l'intérêt... C'est dans l'intérêt des ordres professionnels, mais pas forcément dans l'intérêt des Québécois et des Québécoises, parce qu'on se trouve à sous-utiliser des gens très qualifiés qui pourraient venir contribuer dans des secteurs où on a besoin de monde, comme en médecine. Ça, c'est l'exemple évident. Il y en a plein d'autres aussi. Après, il y a tous les autres secteurs où l'accès à la profession n'est pas réglementé. Bien là, on pourrait basculer dans le sujet de la discrimination aussi. C'est ça. La discrimination elle peut être très directe, genre préjugé. Moi, je ne veux pas d'Arabes, je ne veux pas d'Africains. Donc ça explique aussi le fait que des immigrants arrivent à se déqualifier parce qu'ils sont reflués, aiguillés, on va dire, vers des secteurs où on les accueille à bras ouverts dans les usines ou dans les champs. Là, il n'y a plus de discrimination. Il y a de la discrimination positive. On veut des immigrants. Mais après, il y a la question des diplômes. Donc, des diplômes, on dit, vous n'avez pas de diplôme québécois, donc probablement que vous n'allez pas être compétent ou faire la job correctement. Vous n'avez pas d'expérience québécoise. Alors qu'il n'y a aucun ordre professionnel qui réglemente l'accès. Tu sais, je comprends quand on veut embaucher des médecins, on veut s'assurer qu'ils ont les compétences requises. C'est pour ça que c'est réglementé. Mais dans plein d'autres domaines, ça ne l'est pas. Et on se rend compte que des diplômes ou l'expérience acquise en Europe est souvent beaucoup plus prisée aux États-Unis par les employeurs que des diplômes ou de l'expérience acquise dans des pays du Sud global. Et souvent, malheureusement, parfois c'est par ignorance, on ne connaît pas, mais souvent l'ignorance est comblée par certains préjugés, stéréotypes qui viennent prendre le relais. Bon, je vais m'arrêter là.
Est-ce qu'il y avait Anne ou quelconque avant qu'on puisse passer aux questions du public? Non, le programme, l'exemple que je voudrais donner, juste pour renforcer ce que tu viens de dire, Paul, c'est le programme d'expérience québécoise. Le PEC, là, en 2017, le gouvernement est arrivé en pleine, ben, on va changer tous les critères, etc. Il faut 2 ans pour les étudiants internationaux qui sont diplômés. C'est une voie, en fait, c'est une transition vers la résidence permanente. Vous savez, il y a certains programmes qui sont prévus qui permettent aux étudiants diplômés de demeurer, s'ils le souhaitent évidemment, il ou elle le souhaiterait, de rester au Québec, de pouvoir avoir la résidence permanente. Donc, c'est vraiment une transition. Et en 2017, le gouvernement est arrivé, le gouvernement du Québec, pour dire non, il faut vraiment revoir le programme. Bien, on a fait des mémoires, les gens ont fait des marches. En ce moment-là, j'étais encore à l'Université Laval, à la fac de droit, et il y a eu des mémoires qui ont été déposées, etc. Malgré tout ça, le gouvernement est resté sur sa position. Il faut, non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? 3-4 ans plus tard, on évalue le programme. On a perdu des étudiants qui sont ici depuis des années, qui ont acquis de l'expérience, qui parlent français, et qui peuvent s'intégrer. On parle d'intégration, moi je ne parle pas d'assimilation, là. Je parle d'intégration, c'est-à-dire qu'ils vont trouver un emploi et qui se sentent bien, donc ils souhaiteraient demeurer au Québec et qui sont forcés de partir ailleurs dans le Canada anglophone. Donc, il n'est pas question d'accueillir, il faut aussi retenir la rétention. Donc, volte-face, le gouvernement québécois décide maintenant de retourner au point de départ. Oui, bien, on a vu que les nouveaux critères n'ont pas marché, donc on va aller chercher la dernière version. C'est quoi la version 2017? Mais il y a autant de gâchis et beaucoup de frustration. Ça, les collègues qui travaillent sur ces enjeux-là le démontrent suffisamment. On parle d'individus, donc on parle de ressenti, on parle d'illusions, on parle de rêves, de projets brisés, d'avenir, de réalisation. Quoi qu'on puisse dire, là, même si j'aime la neige, j'aime beaucoup mon pays, le Sénégal. Vous comprenez? J'aime le Sénégal qui m'a formée en tant que tel. Si je suis devenue juriste, c'est parce qu'à un moment donné de mon existence, j'ai été admise dans un programme de droit, dans une faculté de droit, avec des professeurs qui sont d'excellents ou d'excellents professeurs, qui m'ont fait aimer le droit, qui m'ont encadré, qui m'ont permis de devenir ce que je suis devenue. Présentement ici, en étant professeur, je me sens très, très bien à Québec et au Québec. Mais ça part de quelque part. Me demander d'oublier cette partie de ma vie, c'est nier ma personnalité et ma dignité. C'est ça que je veux dire. C'est le tout qui fait de moi ce que je suis, Dieynaba, tout simplement. Merci. Merci, Dieynaba. Merci beaucoup. On va passer à la période de questions. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, si vous me permettez. Il y a 2 micros, si je ne me trompe pas, ou du moins, il y en a un que je vois. On a 30 minutes. Ça va être des questions. Je vais vous demander d'être direct et concis si vous me le permettez, parce qu'on va aller quand même assez vite. On va prendre en rafale 2-3 questions. Juste nous dire à qui vous adressez votre question, puis par la suite, on va pouvoir y répondre. Je fais juste un petit rappel. On se rappelle de la charte de participation, donc j'appelle à votre respect continuel. Oui. Bonjour. Ça fonctionne? Oui, très bien. tout à fait. Je voulais juste ajouter quelque chose. D'abord, je suis vieux et j'ai vécu à Québec avant qu'on avait le spaghetti, avant qu'on avait le pizza, avant qu'on avait le chistaouk. et si on n'avait pas les immigrants, on aurait perdu toutes ces choses-là. On n'a pas besoin de travailleurs non permanents. On a besoin de travailleurs permanents. La seule raison pour avoir les non permanents, c'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir et ça donne le pouvoir aux employeurs. Et c'est beaucoup plus facile de faire ce qu'on veut à ce moment-là, des travailleurs permanents. Les immigrants apprennent les langues. Souvent, ils connaissent déjà 3, 4, 5 langues. Les personnes vont apprendre si on les donne la chance. De toute façon, les enfants sont québécois. C'est ça. Et aussitôt qu'ils sortent de l'année à l'école, ils sont québécois. Les maisons. Moi, juste en face de moi,
Il y a une maison qui était construite, 3 étages, et actuellement, depuis 6 mois, c'est fini, 6 mois, 1 an, et c'est tout pour des Airbnb. Ouais. Il n'y a personne d'autre qui est là-dedans. J'ai déjà informé, mais ça... Je vais me permettre, monsieur, avez-vous une question? Oui, Puis, oui. Parce qu'on va aller par la suite aux discussions en sous-groupe où vous pourriez tout à fait partager votre point Oui. de vue avec les panélistes. Je finir en Oui. disant qu'à Venezuela, le gouvernement avait construit 2 millions de maisons pour la population qu'ils ont presque donné à eux autres. Dans certains cas, ils ont donné à ce moment. Si on veut avoir des maisons, si il n'y a pas une question de capacité d'accueil, c'est flexible. Si on fait des choses, on est capable d'accueillir les personnes qu'on voudrait avoir. Et il n'y en a pas beaucoup à Québec. Si on regarde, par exemple, Singapour, Ouais. Tout à fait. la ville de Mexique, wow, il y en a. Merci. Merci. Oui, moi, à 72 ans, je suis sensible à beaucoup de choses. Je suis sensible à mes ancêtres qui sont venus de La Rochelle il y a 400 ans. Puis ceux qui ont survécu au Québec, ici, qui ont survécu à la langue française, je suis sensible à eux. Je suis content de savoir ce soir que ça va beaucoup mieux. Dans ce que je vois dans Petite Patrie, où j'habite depuis 30 ans, mes voisins, la majorité que je rencontre sur la rue et des commerces que je vais, ça parle en anglais. Mais je suis content de savoir que les statistiques, ce n'est pas statistiquement significatif pour moi. Deuxièmement, je suis sensible aussi au fait que j'ai travaillé en Afrique il y a plusieurs années. Puis j'habite Cuba 4 mois par année, où les gens sur place sont partis, ont émigré. Les gens formés sont allés enrichir les pays riches, déjà, ne sont jamais retournés chez eux dans la majorité des cas, ou sont allés travailler à des salaires minimums de famine dans des pays pour enrichir encore les pays plus riches. Je suis sensible aussi à ça. Je suis sensible aussi à la guerre actuellement par rapport à l'indépendance du Québec. Je trouve qu'actuellement, l'immigration, c'est une bombe nucléaire contre l'indépendance du Québec et d'utiliser à tous les points de vue cette guerre-là avec des statistiques, avec des beaux chiffres, d'accord, mais pour moi, je suis sensible à ça. Je suis sensible, par contre, à une chose positive. Chez moi, autour de chez moi, il y a ce qu'on appelle les petites mains. Il y a Singa, il y a Parc Excuré, c'est des endroits où on aide les immigrants. C'est merveilleux, le travail qui se fait. Ces gens-là sont accompagnés pendant 6 mois, payés pour apprendre le travail, pour être formés, pour apprendre la langue. C'est que c'est des organismes qui font un travail énorme. Ma question, finalement, moi, je rêve d'une folie. C'est sûr que c'est impossible. Moi, je rêve de contrats d'immigration temporaire. Je rêverais que des gens puissent venir ici avec un contrat de 3 ans pour pondre un projet, pour retourner chez eux, mais au niveau d'une entreprise, au niveau d'une formation. Moi, je pense que de drainer les cerveaux d'ailleurs, de drainer les travailleurs d'ailleurs pour appauvrir encore plus les pays d'où ils viennent, je trouve que c'est injuste. Mais c'est fou. On m'a toujours dit que c'est pas réalisable. Ouais. Merci beaucoup. On va peut-être prendre une 3e intervention. Oui, on prend tout le monde. Oui. Merci. On prend tout le monde. Oui, OK, parfait. Faisons ça. Merci. Oui. Vous, les gens qui travaillent au niveau de la démographie ou qui font la sociologie, l'étude des travailleurs, parce qu'il y en a été question ici, mais il y en a été question ici seulement. Parce que moi, je n'entends pas dans les médias qu'on parle tant des travailleurs temporaires. Des fois, je me dis, est-ce que ça correspond à une notion qui est mise beaucoup par la CAQ, qui est la flexibilité? Donc, finalement, tu rentres sur une job, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rester, ou en tout cas, c'est saisonnier. Et cet aspect-là, monsieur le sociologue, il l'a mentionné. Je veux dire que sans les immigrants, là, je veux dire, on ne mange pas au Québec. Moi, c'est de même que je le vois. Puis c'est dans toutes les régions du Québec. Puis je pensais que c'était seulement qu'au Québec, mais je me rends compte que c'est aussi dans d'autres provinces. Ouais. Donc, Ouais, je me dis que la sécurité alimentaire, c'est un déterminant de la santé. C'est que si on n'a pas ça, ben garde, tu ne survis pas longtemps beaucoup. Alors, je trouve que c'est... faudrait améliorer et en parler. Parce que dans les médias, on n'entend pas parler. Sauf ceux qui se renseignent ou qui... et à cet effet-là,
en même temps, dans la même année, il y a eu 2 films sur les travailleurs immigrants. Il y a eu un documentaire essentiel, puis il y a eu un film de fiction, Richelieu. Donc, si ces 2 films-là, tout d'un coup, apparaissent dans le panorama, c'est parce que ça doit correspondre à une réalité. Mais en même temps, c'est pas tant diffusé que ça, là. Et je trouve que c'est super important de parler des immigrants temporaires. Puis, si je ne m'abuse, puis corrigez-moi si j'ai tort, mais me semble-t-il que le ministre Jolin Barrette, il n'a pas détruit, lui, 4 000 ou 8 000 dossiers. Tu sais, tu prends la peine de remplir toutes ton dossier, puis avec les conditions exigées, puis tout ça, puis ça prend, vous l'avez mentionné, la madame qui travaille en droit, je m'excuse, je n'ai pas retenu votre nom, c'est très compliqué. qui travaille en droit. Bien, regardez, ces gens-là, le fédéral, le traitement par le fédéral est très lent. Je m'excuse encore une fois, j'ai le sale boulot de couper les paroles. Oui. Avez-vous une question? Parce que, comme je vous ai dit, on va aller en discussion par après en sous-groupe. Là, donc, avez-vous une question pour... C'est à mi-chemin entre excusez-moi... entre Monsieur, madame Paul spécialiste, mais c'est votre devoir de le diffuser dans les médias. Peut-être que vous l'avez fait, mais je veux dire, moi, j'ai pas... Je suis d'accord. On va tous leur faire partir un compte TikTok d'ici la fin de la soirée. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Oui. J'aurais une question. Oui, merci. Mais une introduction, d'accord? Dans les années 70... j'ai 70 ans. Et dans les années 70, j'ai remarqué, à Montréal, il y avait de plus en plus d'immigrants. Ouais. Il n'y en avait pas avant. Mais là, je me suis dit, c'est sûr, les ethnies vivent entre eux. Alors, je me suis dit, meilleure intégration, je me suis intéressé à eux. J'ai travaillé notamment pour l'organisme L'Hirondelle. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Bon. Alors, j'ai eu la chance de connaître une multitude d'ethnies. Et je peux vous affirmer qu'il n'y a aucun immigrant avec qui j'ai travaillé, et j'ai travaillé beaucoup avec ces gens-là, bénévolement, 6 heures par semaine, pendant près de 20 ans. Bravo. C'était mon action bénévole. J'ai trouvé tous les immigrants que j'ai rencontrés fabuleux, et c'était une belle acquisition pour nous. Et j'ai constaté... qu'il y avait des infirmières de haut niveau, des médecins, des dentistes qui ne trouvaient pas leur place en raison, comme disait monsieur, de la fermeture des corporatistes. C'était très difficile pour eux et ils sont retournés chez eux, au Chili et ailleurs. Ma question. Merci. Pour monsieur à l'extrême droite. Je parle au niveau je savais pas que Paul était de l'extrême droite. J'ai pas dit que vous étiez de droite. Bon. Ma question, c'est... oui, je partage la statistique dernière que vous avez dite, à savoir qu'au Québec, les corporations sont tellement serrées que on se signale par le moins d'intégration, au niveau des médecins notamment. Ma question, c'est, vous n'avez pas donné l'explication. Est-ce que ce serait parce que le corps humain québécois est différent de celui en Afrique, Bravo. Aux États-Unis, en Europe? Sommes-nous si différents? Quelle est la raison fondamentale de cette fermeture? Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Semble-t-il qu'il y a 3 autres personnes derrière. Je vous en prie, allez-y tout droit aux questions. Je suis sincèrement désolée pour qu'ils puissent avoir le temps d'y répondre. En fait, si je passe tout de suite à la question, vous allez peut-être avoir du mal à... Je vais faire une réflexion rapide. Allez-y, j'ai confiance. Après, on pourra en discuter. En fait, je vais finir par une question qui est plus une question ouverte tout à l'heure pour les discussions.
Je voudrais parler aux gouvernés, aux citoyens et orienter plus ma question vers les solutions. Quelles sont nos solutions en fait pour prendre contrôle, pour sortir, dépasser un peu la problématique qui est ancestrale. Le changement fait peur, le changement a toujours fait peur, les adolescents font peur, les immigrants font peur. On a peur du changement, mais parfois le changement nous aide à survivre. Donc comment faire en sorte que l'intérêt de ce changement-là, la société d'accueil le voit. J'ai aussi l'impression qu'on parle beaucoup de la société d'accueil en oubliant que cette société d'accueil, c'est aussi les immigrants. Je suis au Québec depuis 10 ans, je fais partie de cette société d'accueil. Donc ces personnes-là, comment peuvent-ils prendre leur place? Et je vais donner une piste de solution à laquelle je crois beaucoup, c'est l'empouvoirment. J'aimerais beaucoup vous entendre parler sur la notion d'empouvoirment, empowerment, et aussi... et aussi, en fait, le rôle de l'éducation. Je prêche pour ma paroisse. Je suis enseignante de français et je vous assure que le défi du français est commun, en fait, pour les natifs aussi, qui sont là depuis des siècles. Je pourrais vous donner des... Donc, Roland Barthes a dit que la langue était fasciste, en fait, pour les minorités économiques, mais elle peut l'être aussi donc, pour les minorités ethniques, et c'est ce qu'on peut vivre parfois au Québec. Donc, que fait-on dans nos écoles pour outiller ces jeunes, parce que ces jeunes-là aident leurs familles à s'intégrer? Que fait-on aussi pour que des modèles d'immigrants soient vus comme des représentants du pouvoir? Moi, on m'a déjà dit que je ne maîtrisais pas la langue française. Je ne vais pas vous parler de mes diplômes et de ma maîtrise de la langue française. Donc, on a beaucoup de défis sur ce point et je pense qu'on pourrait vraiment parler de l'empouvoirment et des solutions concrètes, mais peut-être aussi de l'imputabilité. Quand ces personnes-là connaissent leurs droits, comment faire en sorte qu'ils soient respectés? Quand ils ne connaissent pas leurs droits, comment faire en sorte qu'ils acceptent un pays de droit? Mais je suis désolée. Pas de souci. Je vous ai dit, j'aurais dû vous faire un disclaimer au tout début là, pour dire que je vais avoir la fâcheuse habitude de vous couper la parole. Je suis sincèrement désolée. C'est bon, tu n'as pas besoin de t'excuser, c'est reçu. On fait un tour de réponse. Moi, je suggère, on revient au plan initial qui est un tour de réponse. Et puis par la suite, il y a combien de personnes? Il en reste juste 2. Allez-y. Ah, il en reste 3. OK, donc ça sera alors. Allez-y répond. pour le tour de réponse, si vous me permettez. Vous, je vais exiger de vous d'être direct et concis. Puis on va reprendre le tour de questions, si vous me permettez. Merci. OK. J'avoue que j'ai perdu le fil un peu des questions. Je me doutais. Mais je crois qu'il y avait une question pour comment on peut améliorer l'accueil dans notre société d'accueil. Contribuer de manière active, oui. Tout à fait. C'est sûr où les organismes communautaires ont besoin de vous. On a besoin de personnes qui veulent aider, mais qui veulent tisser des liens avec des nouveaux arrivants. Au collectif Bienvenue, plus que 50% de nos bénévoles sont des demandeurs d'asile eux-mêmes. Pendant qu'ils attendent leur permis de travail. Ça peut prendre du temps. Et le reste des bénévoles sont des Montréalais, Montréalaises de longue date. Donc, c'est un parfait environnement pour apprendre des autres, pour, même pour se mettre dans une position d'inconfort parfois face à quelqu'un qui parle une autre langue, qui a un différent parcours, mais c'est incroyablement enrichissement pour les deux parties. Et ce n'est pas juste le collectif Bienvenue qui offre cet environnement, c'est comme quelqu'un a mentionné les rondelles. Il y a beaucoup d'organismes qui ont besoin d'aide dans toutes sortes de tâches. Donc. Merci. Merci. Je vais essayer de répondre un petit peu à la question de pourquoi on ne parle pas de certaines choses, puis on parle d'autres choses, puis on devrait parler des bonnes choses, on devrait parler des travailleurs temporaires, on devrait parler de leur rôle dans la souveraineté alimentaire, un très bon point d'ailleurs. Mais je pense qu'une des choses qu'on voit, c'est que ce que moi j'appelle dans mes travaux la politisation de l'immigration, qui est dans le fond d'en parler de façon assez négative, puis d'essayer de créer de l'anxiété chez les électeurs par rapport à des questions comme la capacité d'intégration, la capacité d'accueil. Mais
c'est souvent des processus qu'on appelle des processus top-down, des processus qui viennent du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'il y a une décision de la part d'acteurs politiques de se mobiliser autour d'un nouveau clivage ou d'amener sur l'ordre du jour public des affaires. De dire, pendant une campagne électorale, ça, c'est dangereux, ou de proposer un cadrage médiatique particulier sur une question de façon à faire des gains politiques. Souvent, il y a beaucoup de ça là, par rapport à ce qu'on vit à l'heure actuelle. Parce qu'au Québec, il ne faut pas l'oublier non plus. Je vous parlais au début de la question cyclique, hein, de la montée, de la descente de ces problématiques-là. On est dans une période de réorganisation partisane depuis plusieurs années. Il y a un monsieur qui a parlé de la question du souverainisme. On est passé d'un système politique où on avait 2 partis qui alternaient, Parti québécois, Parti libéral, à un système avec 4 partis qui se cherchent, avec un parti qui est au pouvoir depuis quelques années, puis des partis autour qui ne savent plus trop où ils s'en vont. Ouais. Donc, une chose qu'on peut faire, dépendamment de nos positions, puis je ne veux pas dire qu'il y a un parti qui est plus méchant que l'autre, mais c'est de se poser la question, est-ce qu'on peut se mobiliser dans les partis politiques pour essayer d'orienter au sein même de ces partis-là la façon dont ils parlent d'immigration? Parce que si l'offre politique qui est faite aux citoyens et aux citoyennes en matière d'immigration ne permet pas d'amener des idées différentes puis de proposer des solutions différentes, bien, le discours, il ne va pas changer. Le discours, il n'est pas nécessairement aligné avec la réalité de terrain. Exactement. Mais ce qu'on a noté, nous, c'est que c'est vraiment ça. Ce qui se passe actuellement, c'est que l'offre politique distorsionne la perception que les gens ont, qui est souvent pas liée finalement à ce qui se passe sur le terrain. Donc ça pourrait être une des multiples solutions de penser à comment nous, on peut influencer cette offre-là, que ce soit dans notre implication dans les partis politiques, mais ça pourrait aussi être quels médias on consomme, puis à quels médias on donne notre argent ou notre temps. Par exemple, ça peut être une autre façon. Ouais. Ben moi, j'irais répondre un peu à la question là, sur les droits. Je pense qu'il y avait, ouais, c'est ça, l'agentivité, etc. des immigrants. Il y a François Crépeau, qui est mon ex-directeur de thèse, qui est à McGill, qui dit souvent le problème de l'immigration, c'est que les lois d'immigration sont faites par des non-immigrants pour des non-immigrants. C'est ça. Et c'est vrai. Et c'est vrai, parce que les politiques, tu parles de politique, mais les politiques migratoires qui ont des assises juridiques, parce qu'à partir de là qu'on crée des catégories. Il y a un monsieur qui proposait un programme de 3 ans temporaire. Il y a toutes sortes de programmes qui sont prévus pour aller chercher un monde en fonction des besoins. On va aller chercher, on va recruter un certain nombre d'infirmiers pour un certain nombre de localités, etc. Tout est fait. C'est-à-dire que pour moi, le problème de fond ici, c'est qu'on n'est pas dans une perspective d'inclusion. C'est-à-dire, on considère toujours les immigrants comme un bloc qui se trouve de l'autre côté, puis on va essayer de voir comment faire pour les gérer. On peut prendre l'exemple des personnes en situation de handicap. Tant et aussi longtemps qu'on prenait des solutions pour les personnes en situation de handicap sans les inclure dans les processus, bien, on voyait les résultats. Donc, et ça, c'est politique. Donc, lorsque les décideurs, à un moment donné, comprendront définitivement que les solutions ne se trouvent pas ailleurs, les solutions se trouvent ici, c'est-à-dire, on parle de nouveaux arrivants. Cette terminologie-là, moi, ça m'avait, quand je suis arrivée, oui, nouvelle arrivante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des anciens arrivants, peut-être il y a 400 ans, là, qui sont arrivés ici, qui sont venus s'installer. On connaît la réalité. Alors, donc, les enjeux liés aux droits de la personne, ces personnes qui arrivent ne connaissent pas. Et on le dit, on l'a vu aussi dans les travaux, le fait que les immigrants ne votent pas, donc n'ont pas un pouvoir sur les prises de décision. C'est des choix aussi qui se font. On peut discuter, hein, je nuance. Mais ça contribue aussi à alimenter un peu cette polarisation et ces différentes violations que Paul faisait allusion. On a des rapports qui nous donnent vraiment des situations d'extrême gravité, de violence inouïe vers une certaine population, notamment les travailleurs temporaires qui vivent dans des taudis, qui ne sont pas payés, que la loi sur les normes du travail ne sont pas appliquées, etc., ils ne sont pas payés. Il y a vraiment beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'enjeux. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Tout simplement parce qu'on prend l'immigration comme une problématique. Quand on va se dire que l'immigration, c'est un fait social, ça a toujours existé et ça existera toujours. En ce moment-là, on pourra discuter des solutions. Parce que tant aussi longtemps qu'on est en train de voir, oui, il y a des problèmes. Oui, il y en a.
comme il y a des problèmes partout, et on est d'accord, il y a des enjeux d'intégration, il y a des défis, on est tous conscients, toutes les études, les travaux le démontrent. Mais est-ce qu'on va continuer à alimenter ça pour dire, ouais, il manque de logement, ce sont les demandeurs d'asile, il n'y a pas de job, ce sont les réfugiés. Ça ne marche pas. On l'a vu dans les différentes politiques migratoires en Europe ou ailleurs, et le résultat n'est pas très positif, ni pour les populations immigrantes, encore moins pour les populations locales. Moi, je pense qu'il faut juste changer de curseur, avoir une vision un peu plus inclusive et de dire, ensemble, on va pouvoir élaborer des politiques d'immigration. Qu'est-ce que les immigrants ont besoin pour s'intégrer? Tout simplement. Tu me permettras, Djenaba. Ouais. Je vais passer la parole à Richard. Oui, juste rapidement, il y aurait beaucoup de réponses à donner, puis on pourra en discuter tout à l'heure. Peut-être juste revenir sur un élément quand on parle de l'augmentation des immigrants temporaires. En fait, on parle des résidents non permanents. Ouais. Et effectivement, depuis à peu près 7-8 ans, il y a eu une augmentation assez importante des résidents non permanents. Mais ils ne sont pas tous dans les mêmes cas de figure. Les résidents non permanents, on a les réfugiés, Djenaba en parle amplement. Ouais. Il y a les travailleurs saisonniers, dont Mme parlait, qui ont augmenté énormément, qui ont des contrats de travail fixes et qui sont à la merci, en quelque sorte, d'employeurs. Ouais. Et puis enfin, il y a les étudiants. Okay? Les étudiants qui ont également eu une augmentation très importante d'étudiants étrangers. Et ça, c'est lié aussi au mode de financement des universités et des collèges. Les universités et les collèges ont vu là une manne très importante pour aller chercher de l'argent, ayant été largement pénalisés, les universités et les collèges ayant été pénalisés au cours des dernières années. Donc, ils ont utilisé ça, ils ont instrumentalisé en quelque sorte un peu cette filière-là. Donc, et dans les trois cas, c'est complètement différent aussi. Le réfugié arrive dans un contexte complètement différent. Le travailleur saisonnier, lui, est vraiment à la merci de son employeur. Et l'étudiant, comme Djenaba l'a dit, c'est probablement l'étudiant, c'est probablement l'immigrant temporaire qui peut le mieux s'intégrer parce qu'il a fait 3 ans ici, 4 ans ici. Il s'est habitué à l'accent québécois. Il a connu l'hiver. Il n'a peut-être pas connu un Cubain, mais peut-être autre chose. Et ainsi de suite. Donc, il s'est lié d'amitié. Il arrive à un âge donné, et ainsi de suite. Et je pense que c'est 3 cas de figure assez importants. Il faut aussi distinguer ça. Tout à fait. Peut-être juste un mot plus sur les travailleurs temporaires. Tu en parles. Je vais peut-être juste vous dire pour les gens, la clause la plus problématique, en fait, là, de ces programmes de travail temporaire, celle qui, je dirais, est un peu la clause mère de toutes les violations de droit, c'est la clause dite de l'employeur unique. C'est-à-dire qu'ils sont chevillés à l'employeur qui les ont fait venir. Puis leur droit, leur permis de séjour, je ne sais pas si c'est le bon terme, leur droit de rester au Canada dépend de leur permis de travail. Et l'affaire, c'est qu'ils sont jetables en tout temps. Non seulement leur contrat est limité, mais ils n'ont aucune protection contre les licenciements abusifs. L'employeur n'a même pas à se justifier. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'ils ont peur d'être renvoyés chez eux. Alors, ça les amène à supporter plein de violations de droits. Parce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas tout à fait vrai quand j'ai dit qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Des fois, ils connaissent leurs droits, mais ils supportent toutes les violations, plein de violations. Je ne vais pas faire la liste, qui est vraiment longue, à cause de cette clause-là. Puis ça, il y a plein d'organismes en droit... Des organismes internationaux qui ont même dénoncé ça, pas seulement chez nous, mais même internationaux qui ont dit, mais ça n'a aucun sens. Puis ces travailleurs-là, ils reviennent d'année en année, fait qu'ils sont considérés comme temporaires, mais ils sont insérés dans une chaîne de migration temporaire qui devient permanente. Exactement. Et donc, on se demande, alors il faut leur donner des voies d'accès à la résidence permanente, mais sont bloqués. Je vais m'arrêter pour les travaux. Juste un petit mot pour la question de modèle... OK, un grand mot. D'abord. Modèle d'immigration. Madame parlait, tu apprends des modèles d'immigrants dans les postes de pouvoir. Bon, tu as parlé de l'empowerment, on en a parlé. Moi, je voudrais juste dire, dans les solutions, on me dit toujours que je mets pas assez l'accent sur les solutions, juste les problèmes, mais je pense que les programmes d'accès à l'égalité, ce qu'on appelle... dans un anglicisme que j'aime pas, la discrimination positive, là, mais ces programmes d'accès à l'égalité, c'est un outil qui est intéressant parce que ça permet de pallier la tendance du marché à reproduire certains
on va dire, certaines hiérarchies, certains classements qui défavorisent les immigrants racisés, souvent, il faut le dire. Ce n'est pas les immigrants de France ou de Belgique qui ont du mal à travailler dans leur domaine. Ce n'est pas eux qui vivent la discrimination raciste. Donc, ces programmes-là font en sorte de forcer les employeurs publics pour le moment. Moi, je pense que ça devrait même être élargi, mais pour l'instant, c'est surtout les employeurs publics et les ministères à atteindre certaines cibles, les objectifs de représentation pour combler la sous-représentation de groupes dont les minorités visibles qui sont considérés à risque de subir la discrimination quand l'État n'intervient pas. Quand le marché est laissé à lui-même, c'est pas vrai que c'est le plus mérite. C'est-à-dire que les positions dans le marché sont attribuées en fonction seulement du mérite et du démérite. Non, il y a des facteurs qui favorisent, comme le fait d'être blanc, et qui défavorisent, qui handicapent, comme le fait d'être socialement considéré, en tout cas, comme non-blanc. Ça n'existe pas, là, c'est une construction imaginaire, les races, là. Donc, ces programmes-là visent à dire, OK, les groupes qui partent avec une longueur, c'est quoi le contraire d'une longueur d'avance? Un handicap, on va dire, qui est le racisme. On va leur donner un coup de pouce. Donc, on va prendre des moyens structurels, systémiques, pour essayer de combattre un problème qui est systémique. Mais le racisme systémique n'existe pas. Ah non, il n'existe pas, c'est vrai, la CAQ nous l'a dit, Il madame. nous reste 2 minutes, puis il y a 3 questions. Je sais, on va essayer. On va les prendre. Certainement qu'on va les prendre. Juste nous indiquer à qui vous adressez votre question, si vous me permettez. Comme ça, on va aller... J'adresse ma question en général dans le sens où on vit dans un pays qui s'est défini depuis... C'est le trudeauisme comme une entité qui rêve de devenir transnationale. Tout à l'heure, une intervenant a dit moi, comme souverainiste québécois, je voudrais que ça se réalise, mais j'ai bien peur que ça ne se réalise pas et que l'immigration soit un outil qui soit manipulé, utilisé par ceux qui ne veulent pas entendre parler de ça. Et dans ce contexte-là, je ne peux pas faire autrement que de me rappeler le dernier référendum qui a permis à des dizaines de milliers de nouveaux arrivants de tout à coup obtenir des statuts de Canadiens pleinement reconnus et qui ont joué un rôle important dans le camp du non, en général. Alors, je me dis, est-ce que c'est compréhensible qu'un gouvernement québécois puisse avoir de l'immigration une vision qui soit pas manichéenne, là, du genre... manichéenne dans le sens où on voudrait contrôler l'avènement ou la composition de notre société qui va décider de son avenir, dans ce cas-ci, dans 3 ans. Moi, je me rappelle... Écoutez, je faisais partie du groupe qui a accueilli les familles vietnamiennes. Avant moi, il y a eu l'immigration italienne. Auparavant, il y a eu l'immigration irlandaise. C'est des immigrations qui ont bousculé la société, mais qui ont été bien reçues, acceptées, intégrées. Mais aujourd'hui, l'immigration, on a, comme société québécoise, qui a des valeurs, notamment des valeurs concernant la laïcité, le jour où la vision québécoise de la laïcité va être basculée par monsieur, la Cour suprême, etc. La Cour suprême est... Monsieur, c'est quoi votre question? Excusez-moi, il y a plein de gens qui veulent parler. On aimerait ça entendre les autres personnes aussi. Ma question, c'est est-ce que vous pensez que le concept de transnationalité est un concept plus pertinent qu'un concept nationaliste pour gérer un enjeu comme celui de l'immigration? Parfait. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, j'aimerais vraiment revenir sur le statut des étudiants internationaux. Donc, en fait, c'est un statut qui est très précaire et qui est rendu encore plus précaire à cause justement des dispositions légales qui changent. Je vais vous prendre 2 exemples. Il y a quelques années, juste après la crise de Covid, le gouvernement québécois avait permis à des étudiants inscrits dans des programmes moyens, longs, donc minimum 1800 heures, d'obtenir des permis de travail post-diplôme. Ça a été modifié. Et il y a quelques mois, contre toute attente, il y a une interdiction pour ces étudiants d'avoir des permis de travail. Il y a une vague d'étudiants aujourd'hui qui se retrouvent dans une précarité, qui sont partagés entre le fait de retourner chez eux ou bien de s'inscrire à d'autres programmes d'études. C'est pareil pour la limitation des heures de travail. Donc, normalement, les étudiants étrangers n'avaient droit qu'à 20 heures de travail hors fac par semaine. Puis justement, après Covid, quand il y a eu besoin de main-d'œuvre, cette limitation a été assouplie. Donc, on permettait aux étudiants de travailler 35 heures semaine. Tout à fait. Et contre toute attente, aujourd'hui,
on demande à ces étudiants-là de retourner au minimum de 20 heures. Donc, vous imaginez bien que c'est des étudiants qui ont pris des engagements avec des employeurs qui sont déjà en train de travailler 25 heures, 30 heures semaine, qui ont des prévisions par rapport à ça, justement, par rapport à la scolarité, qui est excessivement chère. Puis, contre toute attente, on leur demande de revenir à ces 20 heures de travail. Donc, c'est un statut qui est précaire, mais qui est encore rendu plus précaire à cause, justement, des dispositions légales qui changent à tout moment. Merci. Voilà. Donc, ma question, c'est quel genre de plaidoyer on peut faire, justement, pour stabiliser la situation des étudiants internationaux? Merci beaucoup. On va prendre les 2 dernières questions, s'il vous plaît. Je vais faire de moi une professeure rigide. Moi, j'ai une question qui touche un peu tout ça et qui va peut-être paraître surprenante, mais que je veux quand même en parler. C'est dans tout ce qu'on a évoqué, même si on peut évidemment pas parler de tout, mais je voulais juste ouvrir un peu, me questionner sur, juste pour qu'on y pense, à la place des peuples autochtones dans toute cette question-là. Et quand on dit, alors c'est un sujet, j'ai réfléchi que c'est quand même complexe parce que quand on dit, oui, on n'est plus au Québec du 16e siècle, et donc ce qui voudrait dire que, ben oui, les peuples autochtones doivent accepter que maintenant ça change et que c'est plus comme avant. Mais en même temps, quand on voit que ces populations sont aujourd'hui parmi les populations marginalisées, qu'elles-mêmes ont difficulté d'accéder à un logement, à des conditions décentes, ou même c'est plus difficile pour elles d'avoir accès aux soins de santé que des immigrants ukrainiens qu'on accueille comme ça. Enfin, tout ça, c'est comme, je voulais quand même qu'au moins on c'est très parce important. que je crois que là, on parle juste de « Oh, les Québécois, on nous a volé notre référendum », est-ce qu'on parle le français, les Anglais versus le français, en tout cas, les enjeux québécois. Puis je dis pas ça pour être jugeante, parce qu'à la base, je suis aussi une immigrante. Encore une fois, je suis désolée. La question, s'il vous plaît, en avant fait, qu'on aille. Il n'y avait pas vraiment une question, si ce n'est que... La réflexion autour de la question autochtone. Ben, parce que c'est un peu hors sujet, mais en Oui, fait, c'est ça, trop souvent hors des sujet, autochtones. alors qu'il y a, je veux quand même qu'on le voit comment ça se passe dans tout ça. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Oui, bonjour. Quelle belle réflexion qu'on vient d'entendre. Tout à fait. Je pose la question, est-ce qu'on est en train de se nuire sérieusement avec toutes ces limites que l'on met, avec toutes ces barrières que l'on impose, dans un contexte où on n'est pas en train de diminuer le poids démographique du Québec par rapport aux autres provinces? Est-ce qu'on n'est pas en train d'affaiblir le français en ne sélectionnant pas des immigrants francophones, à la limite, si on veut? La main-d'œuvre, l'asservissement, quelle image qu'on donne à nous-mêmes et aux autres par rapport au comportement que l'on a envers les immigrants temporaires, cet asservissement, on pourrait dire asservissement, que l'on fait subir à ces gens-là, dans un contexte où le peuple québécois, la société québécoise a été fondée sur l'immigration. Moi, je viens du régiment, mes ancêtres viennent du régiment Carignan. C'est 90% des gens ici viennent de l'immigration. Comment se fait-il qu'on ait passé à l'autre extrême en refusant autant l'immigration qui fait partie de notre base? Donc, est-ce qu'on est en train de se nuire sérieusement en ce moment? Merci beaucoup. Alors là, vous allez être attentif avec moi. Mireille, j'aimerais ça t'entendre sur la question du nationalisme québécois plus largement. Là, je t'ai vu réagir. Non, mais c'est parce que je pense que la seule chose que j'aimerais souligner aujourd'hui, en fait deux choses. Dans l'ensemble du monde, le Québec est la province et l'unité, la province, la nation, on peut l'appeler comme on veut, mais qui n'est pas un État-nation, qui a le plus de pouvoir en matière de sélection et d'intégration des immigrants. Et tant qu'on travaille dans ce cadre-là, je pense que c'est important de le reconnaître. Il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec les cibles fédérales d'immigration, au Canada aussi, là, en passant, là, pas juste au Québec. Mais je pense qu'il faut aussi souligner une chose. Le Québec a diminué ses cibles de façon draconienne dans les dernières années. Donc, cette réflexion-là qu'on a sur la démographie du Québec, la place du Québec à l'échelle du Canada, c'est aussi une question, comme le dernier intervenant vient de le souligner, qui reflète nos propres choix politiques. Donc, le gouvernement fédéral fera ce qu'il veut, mais on a une marge de manœuvre institutionnelle considérable qu'on peut s'approprier en tant que société et qu'on pourrait, et on peut demander à notre gouvernement de l'utiliser encore plus. Donc, je vais juste m'arrêter là, mais...
Merci. Il était question, j'oublie, la question autochtone qui souhaiterait... Écoutez, c'est une grande question. Très rapidement, Oui. non, mais c'est tellement important, je pense, de soulever ce problème-là. Là encore, on catégorise. Parce que moi, je considère que les peuples autochtones, c'est les peuples de base. Les Québécois et les Québécoises, c'est tout un ensemble. Donc, je ne l'exclus pas. En disant qu'est-ce qu'on fait des immigrants, moi, je mettais les peuples autochtones. Cela ne veut pas dire qu'on est en train d'ignorer complètement toutes les problématiques auxquelles font face les peuples autochtones. On le sait dans les réserves, l'accès à certains droits, la loi sur les Indiens, que je n'aime pas nommer, parce que la loi sur les Indiens, je pense qu'elle est désuète, juste comme terminologie. Mais je veux dire... c'est fondamental. Donc, quand on parle de vision d'inclusion ou de perspective inclusive, c'est là où tout le monde, on doit aller chercher, c'est-à-dire, et ça appartient au gouvernement, comme on disait, nous, on n'est pas politique. Je pense, c'est de rejoindre chaque personne se trouvant sous la juridiction du gouvernement du Québec, de réaliser les droits de ces personnes-là, les droits civils et politiques, les droits économiques, socioculturels. Parce que le Québec, le gouvernement du Québec a des obligations nationales, on a la charte québécoise, on a la charte canadienne, mais on a aussi des obligations internationales, y compris les peuples autochtones, les immigrants, etc. Donc, tu faisais allusion à l'État-nation en droit, on a une autre définition très, très rapide, je ne rentrerai pas dans ça, mais je suis... Oui, bon, voilà, elle va me couper, c'est toujours comme ça les politologues. Si ce n'est pas elle qui le fait, c'est moi qui vais le faire. Je pense... Ouais, non, je laisse. Je laisse ensuite. Je pourrais. On a les discussions tout à l'heure. Tout à fait, exactement. Je suis désolée. Ouais. Juste sur cette question, on n'avait pas le temps de parler beaucoup des politiques frontalières, mais ils font beaucoup de. Ils sont néfastes envers les migrants. Et ainsi envers les peuples autochtones. Exactement. Donc, il y a une pointe de communalité ici, la façon dont le contrôle des frontières, les politiques frontalières arrêtent le mouvement des peuples et les peuples autochtones. Leur terre, ça n'arrête pas à la frontière. Oui, c'est des terres ancestrales qui traversent les frontières. Donc, on peut avoir toute une colloque sur ce sujet. Ouais. Mais il y a beaucoup de façons où leurs intérêts s'alignent, je dirais. Ouais. Tout à fait. Anajou, Richard? Juste, oui, dernière intervention de ma part, puis après ça, je donnerai oui, juste par rapport à la langue, les langues autochtones, c'est au Québec où les populations autochtones réussissent à transmettre le mieux leur langue par rapport au reste du Canada, où il y a une anglicisation très, très, très fulgurante des populations autochtones dans le reste du Canada. C'est au Québec aussi où on réussit à maintenir le plus les langues autres que la langue française et la langue anglaise. Donc, les Italiens d'ici transmettent mieux l'italien qu'à Toronto, qu'à Philadelphie, où j'ai habité déjà, ainsi de suite. C'est un élément, puis je reviens sur l'enjeu d'indépendance, et ainsi de suite. Ouais. C'est un élément sur lequel Gérald Godin, à l'époque, insistait énormément. Exactement. Il avait convaincu les communautés grecques, portugaises de l'époque, d'adhérer en quelque sorte à ce projet de nation. Et je pense que c'est ce qu'il faut peut-être faire là, pour les gens qui sont un peu peut-être un peu inquiets, OK? Qui sont inquiets par rapport à l'avenir du Québec, puis de son autorité, puis évidemment, éventuellement de son indépendance. C'est pas possible. On ne pourra pas faire l'indépendance ici si on ne convainc pas les immigrants et les descendants d'immigrants, les deuxième, troisième, quatrième générations, d'adhérer à ce projet-là. Donc, à mon avis, c'est un cul-de-sac si on maintient cette idée anti-immigration. Et j'ai bien aimé la dernière intervention, le monsieur qui dit qu'il vient du régiment de Carignan, ses ancêtres, ainsi de suite. On est tous des immigrants, on provient tous de cette immigration-là. Et maintenant, il faut l'intégrer dans les projets et l'avenir qu'on décidera de se donner à un moment donné. Merci.
Ben, toujours là-dessus, puis rapidement, j'essaie, là, ça Merci beaucoup, t'enfile. C'est que, oui, j'allais aller un petit peu dans le même sens, c'est pour la question de la souveraineté. Je crois que tu as raison, il faut... l'immigration, on peut pas l'escamoter. L'immigration est même essentielle à plusieurs égards, notamment sur le plan économique, mais oui, sur le plan démographique aussi. D'ailleurs, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Richard, mais la croissance démographique au Québec dépend de l'immigration. De l'immigration. 98 Et le reste du Canada aussi. Parce qu'on ne fait pas assez de bébés. Il n'y a pas de croissance naturelle, juste pour utiliser le mot que tu ne veux pas. On a besoin d'une croissance artificielle. Bon. Bref. C'est bon. Non. Et donc oui. Alors, là où puis je vais finir là-dessus. Tu disais il faut convaincre les immigrants d'adhérer au projet. Donc, je trouve que c'est essentiel. Et c'est sûr qu'à l'heure actuelle, depuis la moitié des années 2000, avec la crise des accommodements raisonnables, après les débats sur la laïcité, l'immigration, comme disait, pour reprendre les termes de Mireille, elle est construite, framée, toujours comme un problème et une menace. Une menace, en fait. Une menace à notre langue, une menace à nos valeurs. Et souvent, c'est pas fondé. Tu sais, Mireille, je ne veux pas faire peur aux gens, là, mais non, mais c'est-à-dire, il faut le dire, c'est pas fondé, cette idée de menace-là. Et donc, à partir du moment où peut-être on va réussir à déconstruire ces discours-là, bien là, il va y avoir la souveraineté, peut-être même des projets nationalistes qui mettent l'accent sur la promotion de la culture québécoise, vont être plus attrayants pour les immigrants. Donc, c'est ça. À l'heure actuelle, on a la CAQ qui est nationaliste mais fédéraliste. On a le PQ qui, un peu avant, il y a quelques années, sous Pauline Marois, est arrivé avec sa charte des valeurs. Qu'est-ce qui reste? Il reste Québec solidaire. Donc, monsieur, si vous voulez que la souveraineté se fasse avec les immigrants, peut-être qu'il faut voter pour Québec solidaire. Je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Bravo. On reste quand même non partisan dans la mesure du possible. C'est ce qui va nous conduire. Je suis désolée, j'ai comme coupé des paroles, mais voilà, le temps presse. On va aller dans les discussions de sous-groupe. Vous allez voir, il va y avoir des collègues. Fait qu'on se donne 3 minutes de déplacement. Oui, il est vraiment chronométré aux 3 minutes. Il y a des tables en arrière. Vous allez voir, il y a une table, une deuxième, et il y a 3 autres tables qui vont être derrière. Là. Donc, il y a des collègues qui vont pouvoir vous guider. Puis, je vais vous demander de ne pas déplacer des chaises. Donc, le nombre de chaises qui sont là sont calculés de manière... ça a été réfléchi, cette affaire-là, autrement dit. Donc, on se donne 3 minutes de déplacement, puis les collègues vont pouvoir vous guider pour la suite des choses.